Voilà. Bonjour Elliot, Bon. comment Salut vas-tu? Jennifer, bien et toi? Ça va très Eh très ben, bien. écoute, ça va bien. Je suis content de te recevoir sur ma chaîne YouTube. Eh ben, merci pour l'invitation. C'est très sympa. Tu étais venu sur mon live. Maintenant, c'est moi qui est sur ta chaîne. Et bah, écoute, bonjour à tous et encore merci à toi. Eh ben, c'est avec plaisir. En plus, nous allons parler d'un sujet brûlant, on va dire, en ce moment, qui est dans l'actualité SEO. Nous allons parler Exactement. GEO. Voilà. Et J'adore alors, ce terme en plus, ça tombe bien. ouais, ça fait très scolaire, on dirait la géographie, tu sais. Ça ressemble à D'a- rien. D'ailleurs, quand tu cherches la requête sur YouTube, les vidéos SEO sur le sujet sont noyées avec le géo, l'épreuve géo du bac. Exactement. Ce qui montre que c'est n'importe quoi. Voilà. Bon, alors du coup, je ne sais pas si dans ma communauté tout le monde connaît Elliot, mais Elliot va se présenter et va nous faire tout ce qu'il a envie de se dire sur lui. Vas-y, je te laisse. Eh bien, bonjour tout le monde. Donc, je m'appelle Elliot Bobier. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je fais du SEO depuis 2008-2010. Je suis passé par pas mal d'écoles, hein, Laurent Borelli, Paul Sanchez, les frères Perronnet, Durf, Fred, pour ceux qui le connaissent. Voilà, depuis plusieurs années, je m'intéresse aussi au gros hacking, au copywriting, emailing et réseaux sociaux, autre chose que du SEO, mais je fais toujours bien entendu du SEO. Donc on a une agence, on a une plateforme de contenu qui s'appelle Content Rank et on a surtout un événement qui s'appelle le SEO Summit qui a lieu très prochainement, donc le 14 octobre au Parc des Princes. On était au Grand Rex en décembre. Et en fait, l'idée de cet événement, le SEO Summit, c'est de regrouper toute la communauté, tous les experts SEO autour de 37 conférences. Dans les confs, il y a du Sylvain Perronnet, Vincent Terrazi, genre tous les grands noms en fait du SEO. On va beaucoup parler LLM, GEO, SIO, tous les termes qu'on veut, et on va aussi en parler ensemble aujourd'hui. Mais voilà, ça sera vraiment un événement focus sur SEO plus IA. Et c'est un événement qu'on a créé en fait en 2017. Donc en plus de faire du SEO depuis 2017, je fais de l'événementiel. Et je m'amuse beaucoup à en faire. Et puis on est une petite équipe, hein, on est 4 ou 5 à bosser sur le projet SEO Summit. Donc petite équipe, mais grand projet. Et c'est vraiment très très plaisant. Donc pour ceux qui nous écoutent, je vous invite à prendre vos billets et à nous rejoindre. Voilà. Et puis j'ai à peu près tout dit. Tout dit. Bon, c'est déjà pas mal. Ça a l'air Ouais. sympa, en tout cas, belle salle pour bel événement. Bah ouais, merci. On était un petit peu tassé au Grand Rex au mois de décembre. Donc, du coup, on a cherché une salle plus grande. On va pouvoir faire un repas assis et placé. Les sponsors auront beaucoup plus de place. On peut avoir 3 salles de conférence. Et puis, on est quand même au cœur de Paris dans un lieu qui est vraiment magnifique, quoi. Donc, le Parc des Princes, c'est on Ouais, pourra c'est sympa. visiter les vestiaires, faire le tour de bord pelouse et tout. Donc, c'est Sympa. quand même plaisant, hein. Je mettrai toutes les infos en description pour ceux qui veulent rejoindre le SEO Summit. Ça a l'air très sympa. Et C'est cool. j'ai mis le lien aussi de la newsletter d'Elliot. Normalement, tu devrais en parler, je pense. J'ai vu quelques posts. Exactement, j'en ai pas parlé, mais j'ai une newsletter qu'on a appelée, donc j'ai appelé l'écosystème SEO, parce que déjà depuis un an en fait, donc je l'ai créé en fin décembre, on est déjà 1300 et quelques abonnés. Et en fait, c'était vraiment pour montrer que le SEO est plus tout seul, c'est vraiment l'écosystème SEO, donc c'est tout ce qui tourne autour. On va en parler aussi, hein, mais du branding, des autres moteurs, des autres techniques, des autres types de contenus. Il n'y a plus que le HTML, il n'y a pas que le moteur Google. Et en fait, voilà, donc je donne tous les jeudis. Alors, des fois, j'ai des petits loupés, hein, je suis désolé, mais je me rattrape le week-end. Mais tous les jeudis, je donne pas mal de techniques et d'astuces SEO, de R&D, de choses qu'on fait. J'oriente vers des podcasts et des webinaires aussi, pas que le mien, pour que vous puissiez voir autre chose. Donc, voilà, c'est une petite newsletter qui se lit bien et que j'ai plaisir aussi à rédiger, surtout important. Ouais, c'est important, surtout en ce moment, avec toutes les fake news, pour en parler de fake news qui traînent un peu de partout. C'est La bien d'avoir Discover. ouais, c'est bien d'avoir une newsletter où on peut avoir de vraies sources et de vraies infos. C'est important, surtout pour pas se Ouais. tromper. J'essaye énormément de sourcer, de faire attention à ce qu'on dit, de pas faire du buzz info, à être le premier à dire quelque chose. Donc ça enlève un côté buzz et sensationnel à la com, mais je préfère m'inscrire dans la durée et puis attendre de voir les choses, quoi. Et puis tu vois, sur les annonces que j'ai fait un peu de manière précipitée, et je le savais, c'était de dire qu'on aurait des infos en Search Console, des IA Overview.
Et j'avais mis des pincettes quand même. Puis en fait, ça n'a pas loupé. John Mueller avait fait une réponse pardon, à un commentaire en faisant croire que, en donnant l'impression que. Et en réalité, 2 semaines après, ils ont dit oui, bah, vous les aurez, mais au même titre que les impressions, quoi. Parce que ça arrange pas Google de nous montrer que le trafic s'écroule. Ouais. Mais voilà, donc bon, là, il y a une mise à jour en cours en ce moment. J'ai bien communiqué sur le fait qu'il fallait pas du tout s'inquiéter et prendre des décisions à la hâte, quoi. Donc Ouais, voilà. parce que là, on est en pleine mise à jour. Du coup, j'ai vu qu'il y avait une mise à jour, sur, Qui mais tu préconises de pas paniquer, on va dire? Bon, comme alors déjà, avant, on avait 2-3 mises à jour par an. Maintenant, on en a, peut-être, 15 ou 20, je crois, des mises à jour, un truc comme ça. Alors peut-être 15, j'abuse un peu, tu vois? Mais on en a vraiment énormément. Et en fait, bah oui, il y a souvent un rollback après une mise à jour parce qu'en fait, l'algo est tellement complexe et il y a tellement de choses. En plus, dans les leaks, on a un peu plus compris comment c'était organisé entre les Twiddlers, entre les algos de base, entre les ASCorers, les Mustangs, genre les différents algos par lesquels tu vas passer selon le cas, puis les Twiddlers. Bah, en fait, on comprend bien que si la moindre erreur dans la mise à jour fait que ça met tout en l'air, donc en fait, il y a souvent des rollbacks et après le rollback, bah, en fait, ceux qui sont fait squeezer, c'est le spam, mais c'est souvent les gros spammers. Tu vois, c'est pas les petits spammers ou c'est pas le petit site. Voilà, donc faut laisser couler, attendre, voir. Et puis effectivement, si tu as perdu des positions après, il va falloir réagir et faire en fonction. Mais souvent, c'est un problème de fond, hein. C'est rarement un petit problème lié à une URL ou à quelque chose. C'est un problème global, c'est que tes contenus sont de mauvaise qualité, tu as fait un hack qui marchait et qui marche plus et tu le savais très bien, tu vois? C'est ce genre de choses, quoi. OK. Et alors du coup, est-ce que tu penses que la mise à jour qui est là va être en lien avec le GEO? Et du coup, est-ce qu'il va avoir une répercussion ou alors c'est juste une mise à jour comme on en a eu plein, jusqu'à maintenant? Alors je pense qu'il y a 2 choses. 1, Google est en train de préparer les year overview. On l'a vu dans le temps, hein, Google est pas bon pour les négociations qui durent, hein, quand ça l'embête. Donc là, notamment, alors je discutais avec Emmanuel, j'ai perdu son nom de famille, donc je vais me taire parce que je vais faire une erreur. Emmanuel, qui est familier du droit de la presse et qui notamment fait partie et connaît assez bien le sujet sur les négociations entre la presse, qui s'appelle le droit voisin et Google. Parce que si dans les IA Overview et même dans Discover, si tu cites la presse en reprenant leur contenu, tu as des problèmes de droit d'auteur, donc il faut que Google indemnise. Et notamment, c'est un des concepts que Google a fait avec la presse, c'était d'acheter du contenu, donc de se mettre d'accord sur un montant de transaction avec la presse. Et on voit bien qu'ils payent en retard, que c'est compliqué, tu vois. Et donc, en fait, les IA Overview n'arrivent pas en France à cause ou grâce à ce principe-là, du fait que la presse ne cesse pas marcher sur les pieds et veut vendre ses contenus, ses droits d'auteur, ce qui est tout à fait logique, hein. Mmh. Voilà, il y a une différence entre ce que va produire Le Figaro, Le Monde et je ne sais quel journal et la dépêche AFP basique, quoi. Donc, il y a un travail d'investigation haute, ça se paye. Et donc, on voit dans les IA Overview que, bah, il faudrait que Google indemnise aussi, pas que, mais il y a des problèmes de droits voisins, il y a des problèmes, d'RGPD, il y a des problèmes de CNIL. Tu vois? Il y a quand même un volume de problèmes juridiques en France qu'ils n'ont pas forcément en Europe. Donc, dans plein de pays, les IA Overview ont été développés et je pense que Google arrive à la fin de la négo. On sait qu'il y a pas mal de choses, des fois, autour du 14 juillet de mise à jour et c'est un vrai sac de nœuds juridiques. Mais je pense que là, on en arrive un peu au terme où Google va dire il y en a marre, je lance, on négociera plus tard. C'est un peu souvent le comportement de Google. Et de toute façon, un autre problème, c'est que pour alimenter ces IA, que ça soit IA Overview ou que ça soit un autre modèle, je rappelle que IA Overview est différent de Gemini. Gemini est un modèle de langue. Gemini pourrait aller sur d'autres devices, sur d'autres choses et pourrait alimenter autre chose que des éléments sur le moteur de recherche Google. Ce qui veut dire qu'en fait, il a besoin d'une base de données et en fait, on voit la grosse vague de désindexation. Donc, il a désindexé énormément d'URL qui étaient soi-disant du contenu de mauvaise qualité, mais pas que. On voit du contenu de bonne qualité aussi qui s'est fait désindexer, hein. Et je pense qu'en fait, il est aussi en train de préparer le nettoyage de son index qui lui coûte une fortune. On a appris avec les leaks qu'il était à 100 milliards de pages maximum. En réalité, pour avoir pas mal discuté, notamment, on organise aussi des formations et dedans, Sylvain Perronnet intervient. Et il nous faisait la démonstration qu'avec 4 milliards de pages dans un index, Google fonctionne aussi bien, voire mieux que 100 milliards de pages.
D'accord. Donc, en fait, on n'est plus à la course aux gros index qui en plus coûtent cher, hein. C'est du data center, c'est du stockage, c'est de la puissance de calcul. Je pense que Google est en train de nettoyer tout ça et de se dire si je peux le faire avec 4 milliards de pages, pourquoi est-ce que je ne garderais pas en index 4 milliards de pages? Et si tu veux désindexer des vagues, parce qu'en fait, sur la dernière vague de désindexation, on a pris des gros volumes de pages, on a simplement repoussé en Search Console et on voit que ça se réindexe. Si tu n'as pas de visiteurs sous plusieurs semaines, ça va se redésindexer. Mais en fait, D'accord. c'est des mécanismes qui sont un peu indépendants. Et le mécanisme de faire du maillage interne et de pousser en Source Console fait que ça s'indexe. Et de temps en temps, Google lance des mécanismes inverses de désindexation pour nettoyer son annuaire. Et en fait, tu sais, c'est un peu comme les avis Google My Business, hein. Google a tout désindexé comme un lourdingue. Et il s'est dit, bah, si les avis sont vraiment justifiés et vrais, les gens vont les remettre. Mais en Ouais. fait, qui remet des avis absolument? C'est que les mecs ont vraiment une dent contre l'entreprise. Donc les bons avis ne reviennent pas et les mauvais reviennent en fait. D'accord. Et je pense que c'est un peu ça, c'est que quand tu veux lutter contre le spam en très très gros volume, bah, ce que tu fais, c'est que tu désindexes en masse et tu te dis que les gens qui ont vraiment une raison d'indexer leur contenu, ils reviendront te demander d'indexer. Et quand tu tombes sur des gros réseaux de spammers, bah ouais, c'est compliqué de refaire réindexer 100 000 ou 200 000 ou 100 millions d'URL par exemple. Tu vois, ce sont des très gros volumes. Donc, je pense que pour répondre à la question initiale, parce que j'ai un peu digressé aussi, Ouais. je pense que cette mise à jour va redésindexer des pages. Et ils sont en train de préparer les year overview, c'est quasiment certain, parce qu'on ne peut pas être le dernier pays gaulois à lutter contre ça. On va les avoir aussi comme tout le monde, hein. Et alors, du coup, si on part du principe que Overview, du coup, va se généraliser, comment on fait maintenant pour être sur la SERP? Est-ce que c'est comme avant? Est-ce qu'il faut se réinventer? Est-ce qu'il faut faire la même chose? Bah, alors comme avant, non, c'est plus du tout comme avant. Il y a Overview, je rappelle pour ceux Ouais, qui ont pas forcément l'info, c'est une box de réponse en haut qui va se mettre au niveau de la P0. Avant, on avait une position 0, c'est-à-dire que dans la P0, Google prenait, la meilleure des réponses, qu'il estimait comme la meilleure des réponses et il mettait tout en haut des résultats de recherche quelques lignes qui donnaient la réponse. Donc si tu tapais quelle est la taille de Michael Jordan ou heu en quelle année est né le général de Gaulle et ainsi de suite, on te donnait la réponse, mais on l'extrayait d'un site web. Et il y avait quand même une incitation à cliquer pour aller en savoir plus sur le site web, ce qui était quand même souvent le cas, hein. On a tous hurlé contre la P0 en disant le visiteur est mort. Mais non, celui qui tapait la date de naissance du général de Gaulle, il a quand même envie de cliquer pour en savoir un peu plus sur de Gaulle ou sur la taille de la tour Eiffel ou ainsi de suite. Donc oui, ça a limité un peu les visiteurs, mais pas tant que ça. Et en fait, là, ça va carrément amener une réponse plus complète et donc plus détaillée. Donc, ça va forcément te donner des infos sur le général de Gaulle, ça va t'en dire un peu plus sur lui et bah, peut-être te donner assez de matière pour avoir nourri ta curiosité, quoi. Donc, tu voulais la date de naissance ou tu voulais la hauteur, la taille de la tour Eiffel, bah, ça va t'en donner un peu plus. La tour Eiffel a quand même été construite par Gustave Eiffel en telle année, blablabla, elle pèse tant, elle est positionnée ici, elle est située ici, point. Et la vraie chose qui pose problème quand même, c'est que ce contenu est généré à base de contenu qui vient d'ailleurs et qui vient d'autres sites, en fait. Donc, c'est-à-dire que l'internaute, il a de moins en moins de notions, il a de moins en moins de besoin d'aller cliquer, d'aller visiter sur un site web. Mais en réalité, lorsque l'internaute il voudra acheter, il va être obligé d'aller cliquer, d'aller visiter sur un site web pour le moment, parce qu'il ne faut pas oublier que sur ChatGPT, on a quand même un accord avec PayPal et bientôt un accord avec Stripe, très certainement, et on pourra acheter des produits depuis ChatGPT. Donc, on peut se dire que ChatGPT va être une méga place de marché ou la place de marché des places de marché et qu'on pourra acheter des produits sans sortir la CB parce qu'on aura géré son compte ou son portefeuille achat euh, directement dans le ChatGPT ou dans son truc. Et on achètera depuis ChatGPT en disant achète-moi la dernière paire de chaussures Nike, prends où est-ce qu'elle est livrée le plus vite, par exemple. À la limite, on n'a même pas besoin de savoir où est-ce qu'on a acheté. Ce qu'on sait, c'est que ChatGPT, il a été acheté sur un site où on a déjà un compte, où il nous aura créé notre compte pour nous et il aura commandé. Et toi, ce que tu veux, c'est le numéro de suivi. C'est peut-être même ChatGPT qui te donnera le numéro de suivi. Si je pousse très très loin, tu vois. ouais, Donc non, on peut plus du tout faire pareil. Et il y a toute une tendance justement à dire bah oui, mais il faut que les marques soient citées dans les year overview maintenant. Il faut que voilà, sauf que ChatGPT ne cite quasiment pas de marques. Perplexity en ouais. cite parce qu'il donne ses sources. Donc déjà, tu vois, on voit que selon les LLM qu'on va utiliser, les modèles de langue, bah, on va pas avoir on se bat pas avec les mêmes armes entre un Perplexity qui cite, un ChatGPT qui cite pas et un Claude qui cite entre les deux, quoi, tu vois. Ouais.
Donc, on ne peut plus du tout faire comme avant. On voit un autre phénomène là, par rapport au pays où IA Overview a été implanté. C'est que l'IA Overview est tout en haut, comme la P0. Mais en fait, on s'aperçoit que des fois, elle redescend. Parce qu'il y a toujours le learning to rank qui est toujours implémenté chez Google, ce qui fait qu'en fait, il y a RankBrain, le nom de l'algo, qui prend le relais et qui te dit que si les internautes ne cliquent pas sur la première position, mais qui vont cliquer sur les positions 2, 3 ou 4, c'est du re-ranking. Ça veut dire que les positions 3 ou 4 auraient dû être les premières. Donc, Google fait un genre de travail d'auto-évaluation comme ça. Et en fait, bah, tu t'aperçois que sur plein de requêtes, les IA Overview n'ont pas sa place en haut. Les internautes préfèrent quand même des sites web. Donc, on voit que des sites web remontent devant les IA Overview. Donc, ça montre bien que tout ça, c'est pas clair du tout, c'est pas figé, c'est pas, on n'est pas du tout au modèle de fin. Ça enlève quand même à Google un gros problème, c'est qu'il n'y a pas d'ads aujourd'hui dans les IA Overview. Et ça vient empiéter sur les ads. Et Google, il vit quand même grâce aux ads, quoi. Donc, si tu veux, tout ça, c'est quand même assez le bazar. Donc, même si on ne sait pas où on va demain, au moins, on sait qu'on ne peut plus faire comme hier, quoi. C'est un peu certain. Par contre, on s'aperçoit que la manière d'apparaître et d'être cité, donc quand je dis être cité, c'est à hauteur de ce que le LLM te propose d'être cité. Hein. Si ChatGPT ne te cite pas quand tu lui poses une question, tu ne seras jamais cité. Mais ça, tu n'y peux rien. Par contre, quand tu forces un ChatGPT ou un autre LLM à te donner des noms de marques, bah là, il y a quand même un enjeu de ressortir dans le top X des marques. Et en fait, tu sais, c'est un peu comme la requête consultant SEO. C'est très rigolo, tout le monde tape son consultant SEO, Quimper, Bordeaux, je ne sais pas quelle ville, mais en réalité, les clients, ils n'ont jamais tapé consultant SEO. Ça a toujours été une requête de mesure quéquette ou de kikimeter, tu vois, pour se dire, ah, je suis premier, toi, tu es deuxième, c'est génial, tu vois. C'est pareil, en fait, dans les chats GPT. Aujourd'hui, on tape quel est le meilleur consultant SEO, mais il n'y a que les consultants SEO qui tapent quel est le meilleur consultant SEO. Alors, ce qui est aussi une bonne étude de cas pour dire, regardez, moi, ce que j'ai fait, c'est le cas de Paul Vengeon, tu vois. Il a fait son étude de cas avec, il dit, bah, moi, j'ai essayé d'apparaître ici, voici comment j'ai fait. Il fait des vidéos explicatives et tout, c'est carré. Mais en fait, tout le monde sait très bien, il n'y a que nous qui tapons ça. Donc, est-ce que demain, les gens vont taper quelle est la meilleure mutuelle, quelle est la meilleure assurance automobile, quel est le meilleur appareil photo? Peut-être demain, aujourd'hui, c'est pas trop le cas, ou c'est des gens qui font des tests, tu vois. Donc, quand tu cumules tous ces critères-là, on ne cite pas trop, puis il faut quand même qu'on pose la question pour te citer, puis il faut apparaître dedans. Là vient la question de comment on apparaît dans les LLM, mais tu vois que déjà le comment, il arrive loin dans mes réflexions, quoi. Et pendant que je me suis posé toutes ces questions, j'ai fait plusieurs ventes sur Google parce que c'est encore la machine à cash, tu vois. Celui qui paye les factures, c'est Google. Donc, on a le syndrome objet brillant, c'est rigolo, c'est cool, on parle de géo, de machin, parce que c'est nouveau, tout à fait. Mais celui qui paye les factures, c'est Google. Hein. Donc, pour apparaître, en fait, quand on regarde les critères, on s'aperçoit que, encore une fois, ce sont des critères SEO classiques, quoi. On n'a rien réinventé. On n'a rien réinventé, c'est-à-dire que on va parler de microdata, on va parler de qualité de contenu, on va parler de corpus, on va parler de positionnement, de position, de répétition, de citation. Moi, je préfère parler d'allusion. Et en fait, c'est un peu, et tous les clients qui m'ont contacté, il y en a quand même pas mal sur du GEO. J'ai eu pas mal de devis là sur les une grosse dernière semaine. En fait, je leur réponds, faites du SEO avancé et vous serez présent dans les LLM, quoi. Ok, donc du coup, aujourd'hui, il n'y a aucune nouveauté pour apparaître. Il n'y a pas de technique. Ceux qui vendent des agences GEO avec des techniques, suivez notre process et vous apparaîtrez, c'est du fake en fait. Non, parce qu'il y a des techniques. Oui, mais il y a des méthodes et il y a des techniques, mais c'est des techniques connues du SEO voilà, depuis très longtemps, tu vois. C'est pour ça qu'en fait, pour moi, il faut dissocier quand même deux choses. Et j'en ai discuté avec pas mal de monde là récemment. Et c'est cool parce que j'ai eu vraiment des avis et des nouvelles idées me sont venues. Côté agence, je pense qu'en fait, c'est assez malin de surfer sur la nouveauté. Que c'est un gros hack de la vente, c'est quand tu veux vendre quelque chose, tu dis c'est tout nouveau, c'est complètement différent, ça n'a plus rien à voir, tu vois. C'est plus le FN, c'est le RN. Ça n'a rien à voir, madame. Tu vois, ça n'a plus rien à voir. On a changé de nom, machin. Bon, génial. Tu vois, tu prends le parti de De Villepin, c'est du RPR de Chirac, quoi. Mais non, mais ça n'a rien à voir. On a changé de nom et tout. Ok, très bien. C'est les mêmes personnes avec les mêmes têtes qui font la même chose, mais non, ça n'a rien à voir, monsieur. Donc, c'est un gros hack de vente. Donc, c'est aussi intelligent pour les agences d'utiliser ces mots-là. Et tu vois, je suis le premier à avoir créé des sites web avec les EMD. Je suis le premier à faire des vidéos YouTube où j'utilise ces noms-là dedans pour me positionner et tout. Donc, il y a le côté commercial où tu peux pas, et notamment, je salue
David de l'agence Noise qui utilise ce mot et qui aime bien en parler. Et c'est très, ils disent des choses très intéressantes sur le sujet. Et lui dit GEO parce qu'il a tout un tas d'arguments pour dire que c'est différent du SEO et que ça change un petit peu, tu vois. Donc, c'est intéressant. Ça, pour les agences, ça se conçoit. Pour les consultants SEO ou d'autres, je me suis quand même aperçu que en fait, les gens découvraient des choses avec le GEO. C'est-à-dire qu'en fait, les entités nommées, ouais, ils ne savaient pas trop ce que c'était, alors qu'on en parle depuis 2015. C'était le sujet d'un de mes posts LinkedIn d'ailleurs. Les schema.org, il y en a beaucoup plus qu'Organization et dire si c'est un contenu, un contenu d'actualité, un news article ou est-ce que c'est juste un blog article, tu vois? Et en fait, ça, c'est des vieux concepts. On en parle depuis 2015-2016. Genre, j'ai remonté les conférences pour pousser le truc. Les entités nommées, c'est chez 2015 chez les Perronnets. Il y a une conf SEO Camp en 2020. Les schémas.org, c'est Jason Barnard en 2019, si je ne dis pas de bêtises. La même année 2019 où on a vu avec Vincent Terrazi fonctionner ChatGPT pour la première année. Donc en fait, la première fois où on a vu fonctionner ChatGPT, c'était 2019-2020 dans des confs SEO Camp. C'était Vincent Terrazi et Rémi Bachat, si je ne dis pas de bêtises. Ils avaient fait les premiers sites de spam qui s'auto-généraient avec de l'IA, quoi. Avec OpenAI d'ailleurs, c'était l'ancien dashboard, fallait créer un compte startup, il te donnait accès oui ou non, bien avant 2022, la sortie de ChatGPT. Donc en fait, pour moi, tout ça, c'est pas nouveau, c'est juste que peut-être pour certaines personnes, c'est nouveau. Donc comme on veut pas dire qu'on ne savait pas faire du SEO de manière avancée, on dit oui, mais je fais du GEO ou je fais du SIO. Comme ça, on se dédouane un peu du fait de dire non, tu n'étais pas super fort en SEO, tu avais que les bases. Ah oui, mais moi maintenant, c'est du GEO. Ok. Deuxième explication. Et la troisième explication, faut pas se leurrer, on a quand même des sacrés loustiques dans la communauté SEO. Hein. Tu faisais une allusion tout à l'heure à quelqu'un qui fait des fake news sur Discover. Je comprends qu'il y ait des gens qui ont envie de se dire je ne fais pas partie de la communauté SEO, je fais partie de la communauté GEO. Tu vois, c'est un peu une manière de dire la communauté a quand même mauvaise presse, ils ont une mauvaise image. C'est vrai qu'il y a quand même eu plein de conflits entre Twitter et LinkedIn, il y a eu pas mal d'histoires. Voilà, c'est un peu une autre explication de se dire non, maintenant c'est la communauté GEO, les vieux n'existent plus, tu vois, ainsi de suite. D'accord. Mais si les GEO existent, c'est parce qu'il y avait les anciens du SEO aussi. Ah complètement. Le seul truc où je veux bien admettre quelque chose, c'est sur la manière de rédiger des contenus des fois un petit peu plus courts, plus directs, qui sont moins axés sur la sémantique pour les IA justement, et de faire des contenus qui sont peut-être un petit peu différents que ce qu'on faisait avant. Mais en fait, factuellement, depuis 2020-2021, moi, j'ai trouvé aucune nouvelle méthode dans le GEO. J'ai juste trouvé des choses avancées qu'on faisait déjà et on les poussait ou pas à l'extrême selon les projets. Mais quand effectivement, je lis des consultants, entre guillemets, SEO sur LinkedIn dire « Ah ouais, les entités nommées, ça a l'air bien comme truc » ou les schémas.org, les données structurées, tiens, c'est pas mal. Et c'est pas grave en fait de pas avoir un niveau super avancé quand ça fait 2-3 ans que tu fais un métier. Tu peux pas t'y connaître autant que celui qui a 15 ans, 17 ans ou 20 ans de métier. C'est normal. C'est juste que on n'a pas le même niveau avancé, mais faut pas dire que c'est nouveau, quoi. Ouais, c'est ça en fait qui est dérangeant, c'est d'aller vendre une prestation en disant que le SEO a mal fait son boulot, venez, on fait du GEO, ça sera mieux. Moi, c'est ça qui me dérange un peu sur LinkedIn, c'est un peu pénalisant en fait. C'est un peu ça. Alors, c'est pénalisant, oui et non, parce qu'il ne faut pas non plus prendre les clients pour des idiots et des pigeons. Hein. Les gens le voient bien. Il y a déjà eu une première vague juste après Covid où tout le monde racontait n'importe quoi en SEO. Je ne reviendrai pas dessus, mais avec des énormités, des fois 2 énormités par poste. Alors, sous couvert du on démocratise le SEO, c'est très bien de démocratiser. Ça ne t'empêche pas d'écrire des énormités dans tes posts ou dans ce que tu dis. Tu vois, essaye au moins d'être un peu carré. Et je pense que les clients l'ont vu. Oui, il y a une vague de petits jeunes qui arrivent. C'est très bien d'avoir les dents longues. C'est très bien de vouloir vendre des prestats. C'est très bien d'arriver sur un marché. Mais à un moment donné, celui qui monte des maisons depuis 20 ans, il a plus d'expérience que celui qui monte des maisons depuis 1 an. Et on peut dire ce qu'on veut. Ça sera toujours vrai. Et moi, je me suis fait former par des consultants quand il y a une dizaine d'années. Ils avaient déjà bien plus d'avance sur moi. Ils en ont toujours. Et voilà, c'est le jeu. Effectivement, plus on avance dans les années, plus à un moment donné, tu as un plateau
ou bah, quand ça fait que ça fasse, mettons, c'est vraiment des chiffres que je donne au pif, hein, mais que ça fasse 5 ans ou 10 ans que tu fasses le métier, à un moment donné, c'est bon, tu sais faire, quoi. Tu vois? C'est pour ça que l'expérience a quand même un plafond, mais après, tu apprends plein de choses, notamment sur hem, des choses au niveau de, par exemple, tu vois, la gestion de projet, la gestion des clients, la manière de ne serait-ce que le feeling, tu sais, parce qu'on dit souvent, l'intérêt, c'est d'arriver au résultat, mais c'est plutôt de te dire, quelles dépenses j'ai mis pour quel résultat. Donc en réalité, tu vois, c'est ça, si tu fais cramer à ton client, 10 000 € sur des web perfs, puis 10 000 € sur du contenu, puis 10 000 € sur des backlinks, tu en es à 30 000 €, mais en fait, ton problème, c'était juste un crawl depuis le serveur où il fallait changer d'hébergeur, sujet de l'opération 400 €, bah, en fait, oui, tu as réussi, mais tu as réussi 3 ans plus tard et 30 000 € d'écart. Alors Mmh. qu'un consultant qui, lui, avait le sujet, il serait dit: «Attends, on va quand même regarder la web perf, on va, on va quand même regarder les crawls, est-ce qu'il accède bien? Pas, on va tester avec tout un tas de user agent et de différents bots, on va voir, ah oui, voilà, ou cet hébergeur-là, je sais par expérience qu'il y a tel problème», tu vois? Par exemple. OK. Et en fait, bah, tu vois, on dévie un peu sur le sujet, mais du coup, ça devient un peu un sujet d'expérience et d'expertise. Et moi, je suis quand même content avec ce truc d'IA parce que, bah, assez rapidement, ceux qui avaient de la bouteille, ils ont vu assez vite comment les manipuler. Tu vois, il y a une conf d'Alan au SEO Summit en décembre au Grand Rex qui montrait clairement comment manipuler par le backlink, comment D'accord. manipuler les IA par la citation et par la publication d'informations. Donc, c'est encore une fois pas nouveau, puisque c'était déjà, pour de l'e-réputation, c'est déjà ça. Et d'ailleurs, on voit les clients pour lesquels on a bossé sur de l'e-réputation, on voit que ça ressort très bien sur les LLM. Ils sont cités énormément avec un avis et une mention positive. Parce que quand tu as fait 200-300 mentions sur le web de tel client en disant telle chose, bah oui, évidemment. Donc, moi, si tu veux, c'est un peu ce discours-là, mais c'est pas dérangeant, c'est pas très grave, c'est une question de vocabulaire. Moi, ça me fait rire de faire des posts en disant, on dit SEO, pas GEO. On n'est pas tous d'accord d'ailleurs sur le sujet. Voilà, il y a pas, mais qu'on vienne pas me dire que c'est nouveau, tu vois? C'est ça qui me dérange, Ouais. c'est, non, il y a rien de nouveau, non. Donc on continue d'écrire pour Google et le lecteur. On n'écrit pas forcément pour les IA. Bah, pas du tout. Alors, ce qu'on complète pour les IA, c'est quand même les données structurées parce que, on comprend bien qu'un crawler en fait, il y a déjà un truc que les gens mélangent un petit peu, c'est on dit: «Oui, ChatGPT m'a répondu». Alors, ChatGPT, il t'a répondu, c'est le modèle de langue qui te répond. Le modèle de langue, il se base sur un dataset et ce dataset, il se base sur un crawl. Et c'est là où, en fait, il faut bien comprendre les vrais métiers. Un modèle de langue, c'est pas un créateur de device et ce n'est pas non plus un moteur de recherche qui incrémente un un, un système de data, quoi. Hem, Google crawl, il sélectionne des URL correctes et de bonne qualité et ChatGPT and Co viennent lui chercher les URL. Pareil pour Bing, pareil pour plein de ressources si tu veux. Et en fait, on on si on veut être présent dans Bing, si on veut être présent dans Google pour être présent dans ce dataset, bah, en fait, il faut être présent dans le top 12, c'est ce qu'on estime à peu près, de ces moteurs de recherche-là. Si tu es présent dans le top 12, tu vas être crawlé, tu vas être utilisé comme source sur la requête, tu vois? Donc déjà, c'est plus une notion d'être premier, c'est une notion d'être présent plusieurs fois dans le top 12. D'accord. D'où l'importance aussi d'avoir des backlinks et d'avoir d'autres sites qui parlent de toi parce que si tu es présent sur le blog de ton entreprise, que tu es présent sur Wikipédia, que tu es présent sur Reddit, sur YouTube, sur 2 sites d'éditeurs par exemple, bah, dans le top 12, tu as déjà été cité 4 ou 5 fois. Donc déjà là, tu as une notion, mais encore une fois, c'est pas nouveau, c'est un peu du parasite. Alors, c'est Maxime de chez Rocket Links qui en parlait très bien, où tous les Français, comme des idiots, ont encore dit: «Oui, c'est parasite, parasite». Non, c'est parasite, parasite SEO. OK. Parasite, c'est je me sers d'autres sites pour venir mettre mon contenu. Ça a toujours existé. En 2014, Bourrelli le disait: «Mais regarde, le premier tu le battras jamais. Mets-toi sur le premier, appelle-le, fais un accord avec. C'est Amazon le premier, tu vends sur Amazon. Ton e-commerce est deuxième et vends sur Amazon, tu seras premier sur Amazon». Mmh. Donc, de c'est pas nouveau non plus d'aller positionner son contenu là où le plus visible est, tu vois? Encore une fois. Et bien évidemment qu'on écrit toujours pour les moteurs parce qu'on est là pour se positionner et on le voit encore plus, c'est que depuis, 2020-2021, Google et Bing fait pareil à un moment donné. Google utilise des signaux utilisateurs pour se positionner. On voit bien qu'on écrit un contenu qui est naze et qui n'engage pas l'internaute.
bah, en fait, on a des mauvais signaux et on redescend dans les classements, ou on n'arrive jamais à percer au-delà du top 5. Donc en réalité, oui, on écrit toujours pour l'humain, oui, on écrit toujours pour Google, mais d'écrire pour l'humain et pour Google, c'est écrire pour les IA. La seule chose qui va peut-être changer un petit peu, c'est que maintenant on peut se permettre quand même des contenus plus digestes, heu, des bullet points, des emojis, tu vois? Un peu comme ça, des tableaux, mais encore une fois, c'est pas nouveau, c'est juste que selon la requête, il y a des requêtes qui passent très bien en tableau, des requêtes qui passent très bien à la fameuse intention de recherche où beaucoup Ouais. théorisent des trucs un peu, fantasmatiques dessus, mais ah non, c'est qu'est-ce que l'internaute il veut, en allant dessus? Est-ce qu'il veut une calculette, un super calculateur? Est-ce qu'il veut des petits curseurs à changer pour qu'on lui donne un truc? Est-ce qu'il veut une recette de cuisine avec, tu vois? Donc Mais on change pas les questions, en fait. on est quand même beaucoup plus tourné depuis, l'arrivée des IA sur le lecteur quand même. Parce que moi, je me souviens quand j'ai commencé la rédaction il y Ouais. a 14 ans, c'était, OK, on fait un texte, on met 150 fois le mot-clé dedans et on écrit comme ça, quoi. Et Alors on était moins moi encore une fois, j'ai pas entendu ce discours-là depuis 2013 ou 2014, depuis la première fois où j'ai testé Yandex Go, en fait. mmh mh. Parce que dès le début, alors j'ai eu une chance en fait quand même, je le dis, hein, c'est que je me suis jamais trompé dans les formateurs que j'ai choisis. C'est-à-dire entre Paul Sanchez, Durf, Laurent Bourrelli, les frères Perronnet, je me suis jamais trompé, je peux pas dire que j'ai été mal formé ou que je me suis pris une formation qui était naze, tu vois? Ça m'est jamais arrivé et en OK. fait, bah, depuis, alors j'exagère peut-être en disant 2014, tu vois? Mais depuis ces années-là, bah, on a très bien expliqué qu'il y avait un corpus, il fallait respecter ce corpus-là hem, pour que Google comprenne et on a compris après les leaks, on a compris qu'en fait, c'était le score d'IS et que le score d'IS, il est dès le début, avant les Twiddler et avant les algos comme, Mustang Co. Donc ça veut dire que si tu as pas ce principe d'annuaire inversé, pour que Google comprenne ton sujet, tu seras même pas dans la liste, des plusieurs, des URL qui vont être, challengées pour arriver dans le top 10. Donc tu vois, le contenu, c'est vraiment le premier truc, quoi et effectivement, on a expliqué qu'il y avait des scores de danger qu'on passait comme spam. À l'époque, fallait pas dépasser les 10% de score de danger sur Your Test Guru, c'était un petit peu la norme. Maintenant, tu peux être à 25-30 avec les IA, le spam a énormément, genre Google s'est adapté au fait qu'on répète beaucoup plus les mots-clés et tout, donc et des contenus beaucoup plus longs aussi. Donc, c'est des petits ajustements comme ça, mais ça a toujours existé qu'il y a un corpus, il faut respecter le corpus, on n'est pas là pour répéter 500 fois le même mot-clé. Bah, encore une fois, je suis désolé, c'est pas nouveau. Alors maintenant, il y a plus il y a pas que Your Text Go, il y a Tot, il y a, SEMrush, je crois, il y a, le fondateur, le créateur de Quick qui a sorti aussi un outil. Il y a Amaury qui a sorti un outil, il y en a plusieurs. Moi, je suis team Your Text Go, donc j'y reste, mais ah, on parle de sémantique depuis 2014-2015. J'ai l'impression que ça fait un an, bah, depuis que Paul Grillet, le créateur de Todd prend la parole, j'ai l'impression que c'est depuis un an que les gens découvrent la sémantique, quoi. C'est: «Ah Ouais. bon, faut mettre 1000 fois le même mot-clé dedans, il faut utiliser un corpus varié avec d'autres mots-clés, ah bon?» Bah non, c'est du SEO depuis 2000, tu vois? Donc là où tu as raison, c'est vrai qu'on écrit, on écrit pour l'humain, mais je pense que ce qui a changé, c'est les signaux de Google, en fait, qui fait simplement et du re-ranking, mais aussi qui regarde les signaux utilisateurs en nous espionnant via Chrome, et qui check, l'interface utilisateur et avant, est-ce que l'humain tu vois? Parce que via Chrome, tu sais ce que l'humain fait sur le site, sur l'URL sur lequel il est. Est-ce qu'il scrolle? Est-ce qu'il reste? Quel est le dwell time? Est-ce qu'il clique? Est-ce qu'il fait des actions? Est-ce qu'il fait des pauses pour lire ou pas? Tout ça, tu peux le savoir et donc tu peux calculer l'engagement de la page et savoir si la page a play ou pas. Avant ça, c'était un peu du re-ranking un peu basique en mode, bah, si l'internaute il revient sur la SERP et qu'il reclique sur un autre résultat de la SERP, ça voulait dire que le résultat d'avant n'avait pas donné complètement la réponse. Donc quand tu voulais faire monter ou redescendre quelqu'un, tu allais sur son site, tu restais pas longtemps, tu revenais sur la SERP, tu cliquais sur celui d'en dessous et mécaniquement, le résultat d'en dessous sur lequel tu allais recliquer allait remonter par-dessus parce que Google se disait: «Ah oui, Hem, j'ai positionné un tel premier. En réalité, il mérite d'être 2 ou 3 quoi et celui qui était 2 ou 3 méritait d'être premier. Bon, donc on s'est mis à écrire quand même pour l'humain. Ça a beaucoup changé quand même, ce que tu dis est vrai, tu vois? Depuis 2020-2021 parce qu'on l'a vu, mais il y a quand même eu une année ou 2 de flou où on savait pas trop quoi faire entre 2020-2021. Certains disaient que les backlinks étaient morts, ainsi de suite. Alors
ils étaient beaucoup moins efficaces dans le top 5. Mais pour arriver au top 5, il te faut des backlinks, tu vois. Et ça encore, pour les IA, ça change pas grand-chose, quoi. Et du coup, les IA, elles vont prendre les informations. Est-ce que par exemple, si tu es 50e, elles peuvent aller prendre l'information ou alors elles vont se focaliser vraiment sur un top 10 ou top 12, comme tu disais? De ce qu'on a vu, c'est vraiment un top 12 sur les moteurs de recherche, attention. Donc, c'est-à-dire que quand elles récupèrent les infos sur Google ou sur Bing, surtout sur Bing, c'est ce qui a beaucoup été étudié, on est dans un top 12. Mais il n'y a pas besoin que Wikipédia soit top 12 pour que sur une entité donnée ou sur un sujet donné, le LLM aille récupérer les infos de Wikipédia. Le site Wikipédia est accessible, il peut être crawlé, il a été crawlé largement comme ça. Comme la base de données Common Crawl. Common Crawl est accessible, il n'y a pas besoin que Common Crawl ne se positionne pas d'ailleurs sur Google. Pourtant, c'est une des bases de données, si tu veux. Donc, il y a plusieurs blocs comme ça de sources d'informations où on sait que les LLM vont sourcer. Et ce qui est quand même assez drôle, c'est que Wikipédia, tout ça, c'est quelques pourcentages. Reddit, les forums, c'est un petit pourcentage. Le gros pourcentage, ça reste encore les sites d'éditeurs, quoi. Tu vois? Donc, Ok. si tu veux donner de l'info au LLM, ça reste quand même d'aller acheter des contenus de manière intelligente chez des éditeurs de sites, sur des plateformes de vente de liens. Les éditeurs ont une grosse chance, c'est que ils ont salopé leur site avec l'IA, ils se sont tous tirés une balle dans le pied. Les plus intelligents et les plus malins ont quand même survécu à la vague. Maintenant, il y a une nouvelle vague de nouveaux éditeurs qui arrivent. Ceux qui vont se lancer dans l'édition de sites aujourd'hui, ça va pas être des vendeurs de liens, ça va être des vendeurs de citations, des vendeurs d'allusions, tu vois. Donc peut-être qu'on fera demain des contenus qui n'ont plus de backlink, mais qui mentionnent des informations sur les marques, tu vois. C'est ce D'accord. qu'on fait d'ailleurs sur netlinking.com. C'est une presta qu'on a, tu vois, par exemple, où pour des clients, on propose un certain type de prestations packagées où on va donner des informations aux IA avec un certain process. Mais ce process-là, j'ai vu que Linksgarden avait aussi été en train aussi de proposer ce type de prestations. Ils ont développé une offre forum parce que le content UGC, donc User Generated Content, est aussi important pour les IA, pour les crawlers. Hein. Donc là, je suis bien en train de parler de la partie crawl des IA. Avant de donner une réponse, il faut avoir utilisé un dataset. Pour trouver ce dataset, en plus de l'entraînement du modèle, il faut aller crawler des informations un peu chaudes sur le web. Et pour crawler ces informations sur le web, on utilise pas mal de choses, quoi. Et ça, c'est vraiment intéressant de regarder les sources. Alors, qui changent selon les LLM. On a quand même un principe global, c'est que le blog de la marque et les sites des éditeurs sont les plus utilisés pour trouver de l'info, quoi. Ok. Après, moi, ce que j'ai vu, j'utilise beaucoup ChatGPT, un peu moins Claude. Et j'ai l'impression, en fait, en fonction. Alors, moi, j'écris pour du Discover ou pour du SEO classique, mais Ouais. en fonction des sources que tu vas lui donner, il va s'habituer, en fait, à ces sources-là. Et à la fin, il devient un peu flemmard. Il va toujours te redonner, en fait, sur ce site-là ou ce chose-là. Et comme Google, hein, quand tu avais l'habitude, c'est pour ça que le suivi de position avec la data scrapée sur Google n'a plus de sens à aujourd'hui, parce qu'en fait, avec la géolocalisation des SERP et l'ultra-personnalisation des comptes, tout le monde utilise Chrome avec un compte connecté. Si tu n'es pas sur Chrome, tu es sur un compte Apple, ainsi de suite. Mais globalement, si tu utilises Chrome connecté, tu as personne n'a le même résultat exactement dans le même ordre. Tu vois, c'est exactement la même chose. C'est pour ça que dire ouais, mais on a demandé à 2 personnes, ils ont posé une question à ChatGPT, ils ont mentionné telle marque, ChatGPT a mentionné telle marque. Ça veut donc dire que tout le temps tu ressors, c'est complètement faux. Puisqu'il faut un système. C'est pour ça que DuckDuckGo a un système d'anonymisation où tu utilises ChatGPT en anonymisé et tu peux à peu près voir ce qui se passe quand tu as un compte vierge. Mais en réalité, personne n'aura de compte vierge. Tout le monde aura un compte et ChatGPT va devenir un peu ton compagnon assistant, tu vois. À terme, on peut imaginer qu'il ait accès à ton Google Agenda ou Gemini, tu vois. Ça sera peut-être pas ChatGPT parce que Google est un peu en conflit avec OpenAI, donc c'est pas dit qu'ils ouvrent les API. D'ailleurs, Google a refusé d'ouvrir l'API Search Console à OpenAI récemment. Donc, on peut imaginer que demain, tu aies un agenda OpenAI ou un agenda Google et que cet assistant IA fasse des choses dans ton agenda où tu lui dises, bah voilà, réserve-moi mon hôtel pour le salon de l'agriculture. L'année dernière, tu avais bien aimé l'hôtel dans lequel tu étais, je te reprends le même. Oui, oui, je sais plus le nom, mais prends le même. Bah voilà, c'est c'est le Mama Shelter Hotel. Tu avais pris telle chambre, tu étais assez content, tu avais râlé parce que tu étais plein soleil le matin, tu étais réveillé tôt. Tu vois, plein de trucs, en fait, on se rappelle plus d'une année sur l'autre et ça sera ton super assistant, Superboy ou ta super assistante et voilà. Donc en En fait, fait, ça fait oui, un peu peur quand même, ce futur-là.
De toute façon, c'est un truc un peu basique, mais tu peux pas lutter contre. Donc, ça sert à rien Oui, de freiner des quatre pieds. Moi, tu vois, j'ai été un des premiers à dire attention, ChatGPT, il y a 2 ans, ChatGPT a quand même violé toutes les lois sur la R&D. En fait, en se cachant derrière les lois sur la R&D et sur la recherche, il a crawlé tout le web à tout le monde sans demander son avis, sans respecter les robots TXT, qui ne sont qu'indicatifs d'ailleurs, et il a scrappé, crawlé, avalé, scanné selon la source, mais des livres, des études, des thèses, des sites internet, des documentations privées, tout ce que tu veux, heu, au nom de la recherche. Mais en fait, tu as beau le dire, oui, alors ça fait quoi? Il y a toujours pas de procès, il commence à y avoir quelques procès contre Midjourney, parce que les gens commencent à se dire: «Oui, c'est un peu salaud de demander dans le style de» et en oui. fait, l'auteur et l'artiste, il a aucun droit d'auteur, aucune rémunération et tout le monde vole son style, quoi. Tu vois? J'imagine. Heu donc c'est un peu habituer les gens, en fait, à faire du vol de droits d'auteur, à faire, du vol de propriété intellectuelle et c'est normal. Mais ça sert à quoi de le dire? En fait, tous les rédacteurs qui ont freiné des quatre pieds, à l'époque et qui hurlaient en disant ils sont plus là, en fait, ils font un Ouais, autre job. Maintenant, ils élèvent des chefs dans le Larzac, ou ils vendent de la paëlla sur les marchés, j'en sais rien, mais ils clairement. font plus de la rédaction. Parce Ouais, que ça sert à rien de te dire: «J'ai peur, c'est ceci, c'est cela». Il faut aller avec. C'est pas pour ça qu'il faut tout gober bêtement, mais et c'est pas pour ça qu'il faut pas avoir ta conscience, hein. Moi, je comprends bien que ChatGPT OpenAI a aspiré tout ce qu'il voulait partout sans rien demander à personne et que si aujourd'hui je suis capable de genre, faut pas se leurrer, tu récupères des vidéos YouTube, tu récupères des transcriptions, tu lui donnes, tu lui demandes de te générer des slides avec un un autre outil, de slides, il te fait des formations comme si tu étais un professionnel dans n'importe quel marché, n'importe quel secteur, tu vois ce que je veux dire? ouais, c'est fou. Donc tu peux être vite un escroc, d'un domaine, mais tu peux aussi gagner beaucoup de temps dans ton domaine et c'est vrai que faire des slides, ça a jamais passionné personne. Donc à la limite, dis en vocal tout ce que tu vas vouloir dire, OK, fais-moi le plan, organise, mets-moi ça dans des slides, rédige-moi, mets-moi des bullet points, 5-6 mots maximum, mets-moi une image sympa qui captive les gens et voilà, tu as ton support de présentation. Donc oui, ça fait un peu peur, mais en même temps, bah, écoute, on s'y habituera. On s'est bien habitué à la voiture, on s'est bien Oui. habitué à l'avion. Par un moment, l'avion faisait peur parce qu'il y avait des crashs d'avions. Il y avait des crashs d'airplane, il y avait des crashs tu vois? Bon, Mmh. bah, au début, ça va être n'importe quoi, ça va faire des grosses bourdes, mais comme les réponses email, hein, nous on a des certains traitements où on répond à des emails pour du SAV et tout ça en auto. Bah, au début, oui, ça a sorti des dingueries, tu vois? Qui répond: «Mais qu'est-ce que vous me dites? Ça a pas de rapport avec ma question». Voilà, bah, c'est la technologie, tu vois? Voilà, C'est ses c'est ça, défauts. c'est le progrès. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de rédacteurs qui ont disparu, parce qu'ils étaient contre l'IA. Alors moi, j'ai eu la chance d'être un peu autodidacte et du coup de me former et de prendre le virage et aujourd'hui de jouer sur les Tu 2. adapté, ouais. Voilà. Mais c'est vrai que ouais, c'est dommage, il y en a beaucoup, parce qu'en fait, Alors tout le monde voit l'IA comme quelque chose de mauvais, mais ça peut être bien aussi, l'IA. alors oui, mais toi, tu as une vision différente, c'est que alors déjà, il y a 2 choses, hein. Même les gens qui voulaient s'adapter, à un moment donné, vu qu'un rédacteur, il traite beaucoup plus de volume, bah, il faut statistiquement et mécaniquement moins de rédacteurs pour traiter le même volume et le volume de contenu a pas augmenté. C'est faux. C'est-à-dire que Ouais. les marques ce qui a augmenté, c'est les éditeurs de sites qui, au lieu de produire 5 articles par semaine, ont bêtement produit 5 articles par minute. Ça y allait, tu vois? Par contre, les marques qui, eux, avaient des contenus quand même un peu à relire et tout, ils en ont pas commandé plus. Par contre, bah, il fallait quand même moins de rédacteurs ou de rédactrices pour produire ce même volume de contenu. Et là, il y avait quand même mécaniquement un effet de disparition. Mais ceux qui sont restés, comme toi, tu l'expliques très bien, bah, vous utilisez l'IA. Ouais. Par contre, et nous, on a aussi des process IA, bien évidemment, pour sur nos plateformes, produire du contenu. Mais il y a un point commun avec tout, c'est que tout est relu par un humain et contrôlé. Ouais, Heu, ça par contre, il faut, ouais. voilà. C'est indéniable, ça, il faut aujourd'hui vérifier, parce que même des fois les sources que ChatGPT va te donner, ça va sur des 404, ça existe même pas en fait. C'est des Alors, pages, c'est pareil. Alors, je veux vraiment pas râler et faire mon monsieur je sais tout et tout, mais on dit: «Oh là là, je vous donne une idée miraculeuse, hein, quand ça pointe sur une 404, créez l'URL». Nouveau tips, mais putain, ça fait 15 ans que quand une URL est en 404, on se pose la question de savoir est-ce qu'on la redirige ou est-ce qu'on la crée? C'est un des principes de base de l'audit SEO de quand tu tombes sur une 404. Donc c'est pas nouveau que quand oui, ChatGPT produit des 404, il faut aller créer l'URL.
Oui, il n'y a rien de fabuleux. Oh, tips génial, c'est nouveau, ta, ta, ta. Il y a rien du tout de nouveau. C'est des trucs qu'on fait depuis des années, en fait. Alors, peut-être que les débutants ne le faisaient pas, j'en suis désolé. Bah, maintenant, vous le savez, le type s'est répandu, c'est très bien. Mais bien sûr, il t'invente des URL, même si tu lui donnes une source et que tu lui poses des questions sur cette source-là, notamment sur des études complexes où il y a plusieurs chiffres à citer, où il y a plusieurs personnes qui parlent, et que tu lui demandes tout bêtement qui a dit bleu, en fait, il peut se tromper. Parce que c'est comme c'est des statistiques, il va se tromper. Donc, même quand il te donne la source, c'est pas dit que ce qui sort de la source soit vrai. Il faut aller vérifier. Vérifier le chiffre, le propos, voilà, mais tu gagnes quand même du temps avec tout ça. C'est-à-dire que même en lui donnant la source, en lui demandant de rédiger et en relisant et en complétant ce qu'il a fait, tu produis quand même. Genre, moi, je me rappelle à l'époque, je peux peut-être me tromper, mais 600-800 mots, je les écrivais en 1 heure. Et je me rappelle que je charbonnais déjà à l'époque. 1 heure sur 600-800 mots, fallait déjà envoyer du lourd, mais j'y arrivais parce que je me basais sur des guides de rédaction Urtext Guru et en fait, j'avais déjà le corpus à utiliser. Donc, j'allais chercher mes infos, mais je ne faisais pas un travail de mot à mot pour savoir quel mot utiliser, quoi. Et déjà, je charbonnais. Bah, maintenant, en fait, ton texte de 800 mots, tu l'as relu en 15 minutes, quoi. Oui, mais ça, c'est sûr, ouais. Tu upgrades un peu facilement les compétences. Oui, clairement. Ah bah, soit tu fais pareil plus vite, soit tu fais beaucoup mieux dans le même laps de temps. Oui. Mais tu ajoutes des tableaux, des autres médias, du travail, des recherches, tu vois? Des données structurées, tu prends le temps de formaliser celles que tu veux. Ah, tu peux. Alors du coup, aujourd'hui, les données structurées, il faudrait mettre lesquelles? Alors pour ceux qui y connaissent pas grand-chose ou qui a une méconnaissance là-dedans. En fait, il faut déjà comprendre, les données structurées sont basées sur les entités, entre autres, et ce qui est important de comprendre, c'est la relation entre les entités. Et en fait, on le voit pour Google Discover, le dernier live que j'ai fait avec Sylvain Doré et Andel Damien était super intéressant parce qu'on comprend bien que tout est une question d'entités nommées qui vont ensemble, quoi. Donc, Brad Pitt va avec Angelina Jolie parce qu'ils sont mariés, parce qu'ils ont tourné dans un film, dans une série, dans un truc, quoi. Et en fait, servent à ça, les données structurées, elles servent à ça, elles servent à indiquer. Donc déjà, il faut comprendre que c'est du code qui est normé. Donc, le crawler, quand il arrive sur une page, dans le HTML, il n'a pas à fouiller c'est quoi le header, c'est quoi le footer, Ouais. quelle est ma title, quelle est ma méta description, quel est mon intro, tu vois. Il arrive dans des données structurées, tout est normé. C'est title, c'est ça, OG, machin, c'est ça, truc, c'est ça, ce truc-là, c'est ça, bidule, comme les balises OG d'ailleurs. Et en fait, on voit bien que c'est beaucoup plus simple à comprendre et à crawler pour un crawler. Et je rappelle, le crawler, c'est Google, c'est Bing, mais c'est pas ChatGPT le crawler. Euh, et quand ChatGPT crawl, il vient plutôt crawler une source d'information. C'est-à-dire qu'il ne va pas découvrir des URL sur le web. ChatGPT, il se base sur un répertoire d'URL et Google, c'est un répertoire d'URL. Donc, il vient crawler ton site, hein, mais ce que je veux dire, c'est qu'il ne découvre pas ton URL par un crawler à lui. Tu vois, il n'y a pas tout un processus comme chez Google où je découvre des URL avec les Search Console, avec les sitemaps, avec la visite je vais d'URL en URL et à un moment donné, je sors du site pour aller, le backlink sortant me permet d'aller découvrir d'autres URL. En fait, il se base sur un peu des annuaires, hein. Google est un annuaire de toute façon, mais il se base sur des annuaires d'URL. Google en est une, Bing en est une, Wikipédia en est une. Voilà. Et donc, ces données structurées sont hyper importantes. Donc, elles permettent de dire quoi? Déjà, tu en as une qui est sous-utilisée qui s'appelle la SEM-AS. SEM-AS permet de pointer vers les réseaux sociaux. Donc, que ce soit une entreprise, tu peux donner les réseaux sociaux de cette entreprise-là, mais tu peux aussi donner le lien Papers, le lien société.com, Ah, ouais. le lien vers si la société elle a un profil sur la branche professionnelle ou sur une association nationale, tu peux envoyer vers ce profil-là. Tu peux envoyer vers un profil d'État, si sur un site officiel, et je dis ça complètement au pif, hein, par exemple sur le site de France Numérique, tu as ta fiche en tant que consultant SEO, dans tes balises SEMAS, il faut que tu envoies pour que Google comprenne que cette entité web-là est en relation avec toi. Et du coup, l'agence, elle emploie Elliot Bobier comme consultant SEO et ce consultant SEO, il est présent ici, ici, ici. Et du coup, tu arrives à Ok. relier des concepts, quoi. Au même titre que sur une marque, il suffit d'aller sur schema.org et d'aller dérouler les onglets. Des onglets de base, on n'en est pas beaucoup. Vous avez Organization, Event, RH, là, offre d'emploi, recettes et ainsi de suite. Et en fait, quand tu rentres dans chacun de ces sous-éléments-là, tu t'aperçois que dans Organization, on peut te dire quelles sont les marques, quels sont les brevets, quelles sont les mentions, quels sont les awards que tu as gagnés.
forcément que si toi, tu as dit que ton entreprise elle a gagné les awards ABCD, bah, quand ChatGPT, lui, il va parler des awards ABCD, il a il a la logique de te ressortir parce que tu es lié à l'entité. Tu as relié ces deux entités-là. Et OK. quand on interroge un LLM, c'est quand même plus intelligent. Genre, on disait tout à l'heure que ChatGPT a du mal à citer des marques. Donc en fait, vu que tu vas poser des questions un petit peu génériques sur, c'est quoi mettons tel award, c'est quoi, à quoi ça sert? Bah, il va être amené à te citer les marques qui ont gagné. Donc soit il te dit, bah, les marques qui sont sur le site de l'awards et qui les 3 dernières, soit si toi tu as relié tes entités nommées, il va forcément plus te ressortir qu'une autre marque qui ne les a pas nommées. Parce que relier des entités, c'est hyper compliqué dans un contenu, hein. Ça se fait, mais c'est beaucoup plus simple si c'est relié dans les données structurées, tu vois? OK. Ça va beaucoup plus loin que dire, c'est un news article. Bah, c'est un news article, OK, c'est un article qui est, on va dire, découvrable pour Discover et qui a plus de chances de tomber dans Discover. Mais du coup, on donne l'auteur, on donne les réseaux sociaux de l'auteur, on indique si l'auteur a gagné des awards, s'il écrit sur d'autres sites internet, s'il a des entités, des métiers qu'il connaît mieux, tu vois? Et suffit d'aller sur, schema.org, de dérouler les onglets que je vous ai dit là, les principaux points d'entrée et d'aller voir, bah, dans ça, OK, qu'est-ce que je veux dire? Et la vraie problématique de ça, c'est qu'aujourd'hui, tu as pas de plugin, WordPress ou tu as pas de plugin Shopify qui Ouais. donne à dispo toutes ces entités. Tu as des plugins WordPress, mais qui te donnent 4-5 entités, tu vois? Tu as RankMath là qu'on est en train d'implémenter pour un client, qui a un peu avancé sur le sujet, mais Ouais, j'ai sans entendu plus. dire qu'il était mieux, ouais. Et il est pas mal sur les entités. Tu peux les mettre toi-même, tu peux les créer, tu peux les compléter. C'est encore compliqué de faire du variable avec, mais tu peux faire pas mal de choses. Mais je rappelle encore une fois que Claude ou même ChatGPT aident à coder. L'autre fois, Alex, il a codé un plugin WordPress en 1 heure. Donc, qu'est-ce qui vous empêche de filer la doc schema.org et de dire développe-moi. D'ailleurs, je crois que c'est Kevin sur Twitter qui développe des plugins WordPress. J'ai vu passer Cédric aussi qui en avait fait un récemment. Vous pouvez vous faire un plugin WordPress que vous filez à la communauté. Tu prends la doc schema.org, tu dis OK, on va commencer par bosser dans Organization. Liste-moi toutes les balises schéma que je pourrais remplir. Fais-moi un énorme tableau et en fait, sur chacun des contenus, il faudrait que je vienne remplir tout ça. Et tu en as que tu remplis au niveau de la home parce que tout ce qui est lié à l'organisation, c'est-à-dire l'entité, le site internet, Ouais. l'entité qui édite le site web, tu peux le dérouler sur tout. Tu vois? OK. L'auteur, bah, tu peux imaginer 3-4 auteurs et tu remplis des balises par auteur. Et quand c'est l'auteur qui parle sur la page, tu utilises les données structurées de ces auteurs-là, quoi. Tu vois? OK. Et encore, un développeur, parce que moi je suis bricoleur du web, je suis pas du tout développeur, mais un développeur sera encore plus pointu que moi sur ce sujet-là. Mais déjà, en étant grossier un petit peu comme moi, tu sais ce qu'il faut utiliser. C'est pas très compliqué à implémenter, sur n'importe quel site web et tu peux te faire plaisir à en donner. Et c'est vrai qu'avant, on s'était aperçu que ça servait trop à rien d'aller blinder, si tu veux. Mais tu regardes les bases de données comme Trustpilot ou IMBD, bah, rien que pour te donner un ordre de grandeur, les SEMAS sont utilisés sur Trustpilot. Et tu regarderas un truc assez marrant, c'est que Ouais. si tu as une note inférieure à 3,9 sur Trustpilot, tu perds des places sur Google pour les Ah! e-commerçants. Et c'est pas qu'il y a un accord entre les 2, c'est que je pense que comme il y a des données structurées très précises sur Trustpilot, Google reconnaît comme ayant la paternité de l'information, de la note ou de la véracité d'un site web ou de la possibilité à un site de faire du SAV et de gérer la qualité de son suivi client par Trustpilot avec ses entités SEMAS notamment. Et il n'y a pas que du SEMAS, il y en a pas mal. Heu, D'accord. heu, Donc les données structurées, on va dire que c'est le nouveau, la nouvelle chose qu'il faut implémenter si beaucoup l'ont pas fait, jusqu'à maintenant. ouais, complètement, Ouais, donc complètement. ça impactera la visibilité, il faut s'y attarder là-dessus, quoi, vraiment. Alors oui, encore une fois, ce n'est pas nouveau, le site Voilà. web schema.org, il est tellement moche qu'on sait qu'il date des années, d'il y a très longtemps. Non, mais je veux dire, voilà, c'est pas un nouveau protocole. Google l'a annoncé il y a très longtemps, qu'il utilisait ce protocole-là. Heu je crois que Paul Sanchez en avait parlé, sa conférence, ça doit être celle de 2018 au SEO Summit, qui s'appelait SEO by Night à l'époque. Orléans, on était au labo, si je dis pas de bêtises, et Paul avait détaillé les schémas qu'on pouvait utiliser. Vous pouvez aussi, par exemple, pour les e-commerçants, là, je donne un tips, mais les schémas aggregate rating, sont du déclaratif. C'est-à-dire que si tu veux dire que ton produit, il a reçu 10 000 avis avec une note de 5 sur 5, c'est ce qui va te donner les étoiles dans la SERP.
C'est du OK, déclaratif. Alors, d'accord. officiellement, Google peut te pénaliser s'il voit que tu as pas un formulaire, qui reçoit OK, tu mets un formulaire qui donne sur rien, qui dit: «Merci d'avoir voté». Tu dis: «Bah, monsieur Google, j'ai eu 10 000 votes, merci, au revoir». Oui. Il y a toujours des combines, mais tu vois, c'était du déclaratif. C'était comme à l'époque, bon, on parlait d'une certaine personne qui tout à l'heure sur Discover, mais qui je sais pas si c'est malheureusement ou heureusement, était quand même super bon techniquement. On avait parlé des recipe au tout premier SEO by Night, tu pouvais mettre une image. En fait, si tu utilisais la donnée structurée recipe, donc recette, tu pouvais mettre l'image de la recette. Mais en fait, ça marchait dans n'importe quelle niche. C'est-à-dire que, tu avais un site web sur, les cabanes de jardin, bah, tu disais que c'était une recipe et dans la donnée structurée image, tu remplissais l'image de ta cabane de jardin. Dans la SERP, ta photo de la Ah ouais, cabane de jardin ressortait et d'accord. ça, sur n'importe quelle thématique. Puis après, ils ont coupé Google a vu qu'on abusait comme tous les bons Français, comme, à chaque fois sur le SEO, les Français abusent et ils ont coupé le truc et hem et du coup, bah, ceux qui avaient Recipe et qui avaient utilisé la balise, bah, l'image n'apparaissait plus. Puis plus tard, Google, pour les e-commerçants, a mis une image parce que je pense qu'il a vu que c'était sympa aussi. Mais je veux dire, pendant 1 an ou 1 an et demi, ceux qui utilisaient ce petit hack, ils avaient une photo, ce qui augmentait le CTR. Donc, RandBrain, mécaniquement, les faisait remonter sur la position 1, si tu veux. D'accord. OK. Donc les données structurées, c'est encore pas du tout nouveau. C'est juste que maintenant, il faut encore plus les utiliser qu'avant, être encore plus précis et détaillé dans ce qu'on peut faire et en mettre plus que juste le minimum requis, quoi. Mais déjà, tu sais, c'est comme tout, j'ai envie de dire, au site web, déjà, mettez le minimum requis. Là, déjà, il y a beaucoup de gens qui ont du travail, tu vois? En fait, si le GEO a autant de succès, on va dire, sur LinkedIn ou même sur d'autres réseaux, c'est parce qu'en fait, ça part d'une méconnaissance du SEO, en fait. Comme, on ne connaît pas toute l'histoire vraiment, en fait, ils se sont pas formés, ils arrivent, ils parlent de ChatGPT, ils se disent: «OK, on va faire ça». Mais ils Et s'intéressent pas peut-être à ce qui est fait, oui, ouais, et puis je pense que même dans ceux qui vendent du GEO, le coût des données structurées est pas toujours connu, hein. OK. Heu, je parle pas mal en privé avec des gens, des fois je laisse pas des commentaires publics et tout. Le niveau qu'on l'appelle GEO ou SEO, mais le niveau global est vraiment pas ouf, hein. Et encore une fois, je jette pas la pierre, hein, moi j'ai appris tout ça parce qu'on m'a formé. J'ai beaucoup travaillé, clairement, mais on m'a formé, je les ai pas découvert, c'est pas venu, par miracle, que j'ai Ouais. appris tel ou tel truc. C'est parce que, bah, j'ai fait la SEO high level, j'ai fait le le bootcamp de Laurent Bourrelli à l'époque et effectivement, même Laurent, il nous parlait des microdata, j'ai retrouvé mes cours, et mes notes que j'avais pris, justement en 2015, jusqu'en 2017 ou 18. Et on avait 1 heure et demie de cours sur, les données structurées. Donc heu, peut-être que, bah, hem, peut-être qu'on a fait croire aux gens que le SEO était si simple qu'il fallait pas trop se prendre la tête et se casser le tronc pour comprendre. Il s'avère quand même que ça a l'air un peu plus complexe que ça à de prime abord et je dis pas que tu peux pas te lancer facilement, lancer ton site web et avoir tes premiers visiteurs sans te prendre la tête, mais à un moment donné, tu vas être capé. Bah, au moment où tu es capé, il faut aller se former, tu vois? Et effectivement, il y a beaucoup de choses qu'on ne trouve pas sur YouTube. Tu vois, c'est un truc qu'on me dit: «Ouais, nous, on fait des formations». Je sais qu'on les vend assez cher, il y a pas de sujet là-dessus. Tous les personnes qui ressortent sont toujours extrêmement contentes et ont augmenté de niveau et c'est tu vois, on a fait les masterclass, le séminaire SEO, pardon, les 16 et 17 juin au château de Villemailleux. Là, je suis en train de faire les les entretiens, retour pour savoir ce qui s'est bien passé, ce qu'on peut améliorer et tout et tout le monde me dit: «Mais j'ai clairement appris, masse de choses et là, j'ai 1 an pour renseigner tous mes clients, leur expliquer et tout». Il dit: «Là, je vois clairement qu'en entretien, commercial, quand je discute avec un client, ils me le disent tous». Je parle pas de moi, mais je parle des personnes qui sont venues au séminaire, au masterclass ou au séminaire. Les clients leur disent: «Ouais, on voit quand on discute avec vous, le niveau est pas le même que le niveau ambiant de tel et tel tartempion qu'on a trouvé sur Malte ou sur telle autre plateforme de freelancer». Bah oui, tu vois, tu as le top du top des consultants qui te forment pendant 2 jours ou pendant une journée. Évidemment qu'après tu ressors avec des concepts, et ça veut pas dire que tu ressors et que tu sais tout, ça veut dire que tu ressors et tu sais sur quoi travailler. C'est ça l'intérêt de la formation. C'est qu'on t'a commencé à montrer, on t'a expliqué, on t'a donné les concepts clés. Si tu sors et que tu travailles pas, bah, tu as quand même augmenté de niveau, mais voilà. Si tu sors et que tu retravailles beaucoup, parce que j'insiste vraiment sur le fait que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup travaillé, bah, en fait, ouais, tu prends un niveau de fou et des trucs qui te paraissent évidents, et moi, c'est vrai que j'étais un peu décorrélé de ça, parce que je discute quand même qu'avec des personnes qui ont quand même un certain niveau.
et on est peut-être un petit groupe de 20-30 personnes, tu vois? À un moment donné, faut sortir de sa coquille, discuter avec d'autres, s'apercevoir que: «Ah bon, tu sais pas ça, tu sais pas ça». C'est pas grave, mais viens apprendre. Ce qui est grave, c'est de voir que tu sais pas et de te braquer en te disant, «Ouais, c'est encore pour me vendre des formations ou je sais pas quoi, c'est encore des escrocs, des vendeurs de rêves, je ne sais quel truc, du coup, je reste avec mon petit YouTube». C'est très bien YouTube pour commencer, pour débuter, pour arriver à un certain niveau, il y a aucun problème. À un moment, il faut passer un cap avec, des choses payantes et personne ne donne son expertise. Moi, j'ai passé 15 ans et énormément d'argent à me former, je vois pas pourquoi j'irais le filer gratos aux autres, tu vois? Il y a aucune raison. Donc je pense qu'il y a ça aussi, puis il y a aussi le fait qu'il y a un énorme bruit ambiant aujourd'hui. Il y a pas mal de gens qui disent qu'il faut publier sur LinkedIn, donc tout le monde se met à publier sur LinkedIn tout et n'importe quoi et en fait, bah, les gens savent plus trop, vers qui se tourner et qui écouter. Mais ça vaut pour les clients finaux, ça vaut pour les annonceurs, ça vaut pour les freelances, ça vaut pour tout. Ou en fait, à qui je dois me fier, tu vois? Même moi, je vois sur les gains là, je me fais un peu accompagner sur du coaching pour moi niveau business et tout et je me dis: «Mais, lui, il sent le mensonge à 100 mètres et en fait, quand tu creuses, tu t'aperçois que pas du tout. Il fait vraiment ces chiffres-là et il y arrive parce que» mais à côté de ça, tu as eu 10 mythos pour un mec sérieux. C'est hyper compliqué de savoir à qui faire confiance. Ouais, aujourd'hui, c'est dur de trouver, des bonnes sources. À tes souhaits. Merci. Ouais, ouais, complètement et puis, bon, je raconte souvent l'anecdote, mais une fois, je discutais avec un vendeur de formation, qui vend, en visage caché et tout, donc il personne ne sait qui c'est et il me montre, ouais, bah, là, je lance, je sais plus quel truc c'était, Instagram Mastery, e-com, super truc ninja, je sais pas quoi, une méga formation bien, tu vois? Et en Ouais. fait, je vois, créer son truc et pour ses revenus, il fait un clic droit, inspecter l'élément et il modifie sa courbe, tu vois? Ah OK, Mmh d'accord. et je lui dis: «Ouais, mais c'est pas très» «Oui, oui, mais si je faisais mon programme, j'aurais cette courbe-là, là, je gagne juste 6 mois». «Ouais, d'accord, ce serait bien de vérifier quand même vraiment», tu vois? Et en fait, bah, ouais, mais c'est tellement simple de faker, Ouais, et en fait, comme on disait tout à l'heure, hein, fake it until you make it et c'est exactement ça. Bah, tu as tellement d'outils et de choses comme ça pour te faire passer pour ce que tu es pas que, bah, oui, c'est dur de savoir à qui faire confiance. Donc donc je pense que c'est un brouhaha ambiant. Il faut pas en vouloir aux gens de ou reprocher aux gens de pas trop savoir à qui faire confiance, tu vois? C'est un peu normal d'être, paumé et dans tout ce bazar, alors du coup, aujourd'hui, si on veut se former, alors il faut aller où? Qui privilégier pour vraiment avoir, de l'info, pertinente? Alors je vais être complètement impartial parce que je vais dire, les masterclass, et le séminaire SEO. Nous l'avantage, c'est qu'on fait venir, autant Sylvain Perronnet que Vincent Terrazi, qu'Olivier Dufay, Mickaël Priol, et c'est des gens que tu ne trouveras pas réunis au même endroit en une seule journée. C'est-à-dire que si tu veux les voir tous, tu vas te faire 4 journées différentes partout en France, tu vois? Nous, on les réunit en une seule journée et tu as un overview de tout ce qu'ils ont à te faire savoir chaque année et chaque année, on a des gens qui reviennent faire ces masterclass. Donc clairement, c'est facile pour moi de vendre ma camelote, tu vois? Mais, les frères Perronnet, Sylvain et Guillaume, font d'excellentes formations. Ils ont fait plein de petits modules, très abordables où tu vas une journée, à Paris te former. Eux sont très bien. Il y a, des formations, toi tu vends chez Learny Club. Club, je confonds toujours avec Learnybox ou Ouais, Learny quoi. Learny Club, qui font aussi des formations et c'est des petits modules à 200-300 €, tu as plus cher, mais tu as des petits trucs à 200-300 balles. Bah, même si tu t'es trompé, tu as perdu 200 €, c'est pas non plus la fin du monde, tu vois? Et en plus, si tu viens leur dire avec justification que tu t'es trompé, pour ces montants-là, on te rembourse sans te prendre la tête. Tu as aussi chez sur Format SEO, tu as des formations pas mal. J'en ai pris une, récemment. Tu as Live Mentor qui sont très sérieux, mais ça dépend un peu le niveau et de ce que tu veux faire, quoi. d'accord. Tu vois? Je Mais sais que chez nous, pour venir comment? on va dire que sur YouTube, par exemple, il faut faire attention à ce qu'on va regarder et Bah, YouTube et LinkedIn, c'est un peu compliqué de faire le vrai du faux. je pense qu'en réalité, il faut te fixer quelques personnes Ouais, et il faut apprendre avec ces personnes-là. Déjà qui te correspondent, tu vois? Moi, je sais par exemple le style Laurent Bourrelli convient pas à tout le monde. Il part partout, il te parle d'appareil photo, d'SEO, puis après de vélo, puis il revient à l'appareil photo. Moi, je sais que j'ai appris à lire entre les lignes, j'ai appris à zapper et à accélérer des moments qui m'intéressaient pas, tu vois? Par exemple. Mais il y a des gens, ils disent: «C'est clairement imbuvable, j'y arrive pas». Pourtant l'enseignement de Laurent est colossal, tu vois? Sylvain et Guillaume Perronnet, c'est du très scientifique et j'ai pas envie de dire théorique non actionnable, mais une fois que tu ressors, c'est pas des trucs, très pratico-pratiques. Faut te dire: «OK, il m'a enseigné ça, maintenant comment je le mets en pratique?» Et c'est le but de ce type de formation. Mais comment dirais-je? C'est pas des formations où des fois tu fais des trucs où on te dit tu vois, par exemple du Romain Pirotte, je l'ai pas cité,
Il va pas t'expliquer l'algo, le concept, le truc bidule, le nom dans les leaks. Il te dit: «Fais ça comme ça, là, tu gagnes des sous». Tu vois? Ouais, Bah, c'est vrai. c'est super bien en fait Ouais, c'est mais moi, applicable. à quelqu'un comme moi, j'ai besoin de qu'on m'explique de comprendre l'algo, qu'est-ce qui fonctionne, pourquoi, c'est quoi le nom, comment et dans quel ordre et machin et OK et après je vais appliquer. Mais tu as des gens pour qui du Romain Pirotte et moi ça me va très bien du Romain Pirotte, mais j'ai besoin du Sylvain Perronnet plus du Romain Pirotte, tu vois? Et je vais dire à Ro «Ah ouais, ah ton truc comme ça il marche parce que c'est machin et tout». Un mec comme Romain ou comme Léo, ils te regardent, ils disent: «Bon, on en a qu'est-ce qu'on en a à branler là de ton nom là? OK, ça marche, fais de la thune quoi», tu vois? Ouais. Et je me rappelle, une discussion avec, Julien Gadano qui maintenant fait du poker, je crois, Mmh à un mh. SO Camp 2016 ou 2017, je sais plus et je lui montre un de mes sites, on montrait des positions et tout. Il me dit: «Du coup, ça te rapporte combien?» Je dis: «Bah, pourquoi? Ça me rapporte pas, je suis premier, tu vois?» Il dit: «Tu es 1er, ça doit te rapporter des sous». «Bah non». En fait, je me suis trouvé tellement con de sa question parce qu'en fait, je savais pas répondre à sa question. Je dis: «Mais non, c'est pour être premier. «Mais pourquoi tu fais ça?» «Bah, pour être premier quoi». Il dit: «Non, ça existe pas d'être premier, c'est gagner des sous. Tu gagnes quoi là?» Je fais: «Bah, 0», tu vois? En fait, ce jour-là, je me suis dit: «Ouais, il faut quand même que je monétise». C'est là que je me Ouais, suis un peu creusé sur la monétisation. Mais mais en fait, ça va dépendre aussi de ton comportement et de ce que tu veux, quoi. Tu veux conseiller, tu veux être freelance pour, avoir des clients ou tu veux être en agence ou tu veux faire de l'argent et monétiser le web. Donc déjà, rien que ça, mais ce que je dirais, c'est regarde un peu tous les profils et puis en fait, tu les trouves assez facilement. Tu tapes, SEO et quelques mots-clés sur, il y a ta chaîne, il y a celle de Arthur, Villecourt là des Wizards qui en fait aussi. Je vais en oublier, je vais me faire engueuler, mais il y a Florentin, il y a les contenus, il y en a pas mal. SEO Camp Fepsem, il y en a plein, même la chaîne SEO Camp avec les des conférences de 2018-2019, je suis sûr qu'il y a des gens qui apprendraient des trucs, tu vois? C'est Ouais, faut pas évident, c'est hésiter, certain. à aller piocher Mais oui. même des vieilles conférences, quoi. Mais oui, toutes les confs sont gratuites et elles sont en ligne et je sais plus, je citerai pas le nom, mais on parle toujours du même, mais il a sorti un concept qui était Discover, Discover là, j'ai réécouté une conf, c'était sorti en 2017. Ouais, 2018, tu vois? On passait de Google Actu à ce truc-là et c'était: «Ah, il ouais. y a un nouveau truc aux États-Unis, il faudrait voir si ça va prendre ou pas, ça s'appelle Google Discover, c'est comme ci, comme ça» et à l'époque, le truc était complètement différent de ce qu'il est aujourd'hui, mais c'était Michael Chalet, je sais plus, mais c'était une conférence de 2017-18, un truc comme ça, donc pour te dire qu'au moment de Google et même Google Actu, des gens se faisaient des sous, Fabien Ouais, Rakidel le faisait bien avant, tu vois? Et en fait, faut trouver les gens qui te correspondent, les écouter, mais tu auras toujours un plafond. Mais une fois que tu as écouté quelqu'un, peut-être 20, 30, 40, 50 heures, tu as confiance, tu sais ce qu'il apprend et s'il te dit: «Bah, écoute, là, je vais monter d'un niveau et c'est peut-être 3 000 à 4 000 €, mais si tu vas monter d'un niveau, bah, tu as déjà plus confiance à le faire que d'acheter au premier venu, où tu sais pas trop, quoi». ouais, Et puis tu vois si le style, verbal de la personne te correspond. Est-ce que tu as envie de tu sais, il y a un truc tout bête, hein, il y a des fois des têtes qui passent pas ou des comportements qui passent pas et tu dis: «J'ai pas envie d'apprendre avec lui», tu vois? Je préfère aller avec un tel ou un tel. Tu préfères peut-être une femme qui est plus douce, une femme qui a de la patate, un mec qui parle calmement, un mec qui est vénère, tu vois? Donc mais par contre, ouais, commencer au moins par YouTube parce que ça te permet de dégrossir les contenus et puis il y a plein, plein de choses que tu peux trouver gratuitement, Moi, je sais que je suis très, très mauvais sur de l'enseignement de base, par exemple. Je vais tout de suite dans des concepts avancés et tout. J'aurais du mal tu vois, comme Nelly ou Camille, ils font ça très, très bien. C'est même Bill Carr le fait bien aussi, c'est j'allais dire vulgariser un peu, mais non, vulgariser, merci, de vulgariser le SEO. Moi, j'en suis complètement incapable. Je vais te parler de SERP, de ranker, de page rank NS. Ça y est, j'ai perdu tout le monde, tu vois? ouais, il faut quand même avoir une base, pour comprendre, ce que tu vas pouvoir, dire, quoi. C'est Vo bien aussi qu'il y ait voilà. d'autres qui vulgarisent pour essayer Il de faut il comprendre un faut à tous les niveaux et à chacun son contenu. Moi qui suis très mauvais en Instagram, en montage vidéo et en film et tout, j'ai pris des formations aussi, c'est des trucs vraiment où ils te parlent comme à un neuneu, mais il faut me parler comme à un neuneu pour mes premières stories sur vraiment que j'ai un mec qui s'exprime face à un neuneu. Je ne comprenais rien, tu vois? Donc je me mets aussi à la place de celui qui veut comprendre le SEO. Si déjà d'entrée de jeu, tu l'assommes avec 50 termes, bah, c'est mort. Tu sais, il a son ouais, WordPress, il veut un petit truc simple qu'on lui explique doucement. Bon, bah, il faut des gens pour commencer par là. Une fois que tu sais faire, que tu es aguerri, là, tu montres un niveau avec un type de formation. Mais du coup, tu pourrais avoir 20 personnes, et c'est le cas en fait, qui proposent des formations selon le niveau, selon ce que tu as envie de faire et comment tu as envie d'apprendre, bah, tu vas plutôt vers A, B ou C, quoi. Tu vois? Tu te sens bien. OK. Bon alors du coup ça fait 1h10 à peu près.
Si je devais te dire, c'est quoi en 2025 les tips pour performer malgré tout ce qui est IA, overview, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Comme ça, de base, simple. Pour, Pas, pour apparaître, pour apparaître dans les IA ou pour aller sur Google? pour performer, quelqu'un qui veut, qui se dit, ok, d'un côté il y a les IA, de l'autre il y a Google, qu'est-ce qu'il faut faire, par quoi commencer, le plus Alors, simple. ouais, je ferai deux choses. Un, c'est continuer ma strat Google et deux, préparer les IA. Pour préparer les IA, ce que je ferai tout bêtement, c'est d'aller commencer à diffuser mon contenu partout. Mais ce qui n'est pas nouveau et ce qu'il faudrait déjà faire, c'est me créer une newsletter, aller animer un podcast, intervenir sur plein de chaînes, aller vérifier que ma fiche Wikipédia est à jour, voir sur des fiches wiki avec des entités proches de moi si je peux pas aller écrire, voir sur Reddit si je peux pas répondre à des gens sur Reddit, faire des posts LinkedIn, des posts Instagram, des posts de Twitter, réseaux sociaux d'une manière générale et parler de ma marque. C'est-à-dire pas juste publier sur mon sujet en citant ma marque et en donnant des informations sur ma marque. Ça serait préparer les IA. Et deux, bah, j'assurerai le quotidien qui est en étant présent sur Google. Et en étant présent, pour être présent sur Google, moi je pense que le gros hack, c'est quand même la longue traîne. C'est-à-dire D'accord. d'arrêter de se batailler sur des mots-clés où tout le monde est. Et c'est vraiment d'aller chercher. Là, tu vois, on présentait hier avec Michael Priol la nouvelle version de l'outil Yuda. On mise énormément sur la recherche de mots-clés longue traîne en Search Console. Parce que pour moi, la donnée Search Console est premium. Quand tu accèdes à ta console, tu es limité à 1000 entrées, à 1000, Ouais. à 1000 lignes. Par API, on n'est pas limité et on peut remonter dans le temps. Donc, on a un volume de données qui est colossal à donner aux utilisateurs. Et en fait, bah, j'irai fouiller, moi, cette donnée premium et trouver des idées de mots-clés que les autres n'ont pas traitées. Parce qu'en réalité, l'autre problème du contenu, où tu disais, bah, pour écrire un bon contenu, on était tombé d'accord l'autre fois, à plusieurs reprises d'ailleurs, de dire bah, il faut amener des nouvelles choses. Mais à un moment donné, la recette du gâteau au chocolat, c'est bon, c'est la recette du gâteau au chocolat, quoi. Donc, Ouais. c'est soit tu améliores ton contenu et tu sais dire de nouvelles choses qui des fois n'est pas possible, soit tu trouves des mots-clés orientés qui n'ont pas déjà été traités et tu vas les traiter. Et en fait, bah, pour ça, les outils, tu as plein d'outils, hein, Ahrefs, Systrix, XOMrush, qui sont très bien. Mais les bases de données, la manière dont ils récoltent les mots-clés, à un moment donné, c'est limite. Alors que la Search Console, tu peux vraiment aller fouiller des mots-clés en profondeur, quoi. Donc j'irai vraiment chercher ces mots-clés longue traîne en me disant, bah, OK, il faut que je produise plus de volume en termes de contenu, en le sens plus de pages. Ça tombe bien, il y a l'IA qui est là pour m'aider à l'utiliser. En utilisant intelligemment l'IA, je peux produire plus de pages et je vais aller produire sur plus de mots-clés qui vont peut-être m'apporter moins de visiteurs indépendamment, mais je vais aussi pouvoir plus personnaliser mes CTA et mes micro-conversions. Si j'ultra personnalise mon mot-clé et que je sais que l'internaute il est là pour un mot-clé précis, je vais pouvoir aller bah, vraiment lui donner le bon CTA, peut-être pas le même e-book, lui proposer un call, mais peut-être pas de la même manière, en n'utilisant pas le même vocabulaire. Je vais peut-être lui proposer un formulaire d'inscription, pas forcément la même newsletter, peut-être que j'ai deux newsletters. J'en sais rien. Personnaliser la chose et plus on est précis, plus on personnalise. Et donc, la longue traîne m'amène aussi sur un autre sujet du SEO programmatique. Là, j'ai l'impression qu'on invente un nouveau truc. Voilà, on a encore mis ça s'appelait du spam dexine avant. Maintenant, on appelle du SEO programmatique. Ça fait un peu genre c'est mieux, tu vois. Alors, c'est effectivement très bien. Il y a une solution, là, je crois, qui s'appelle Verbolia, qui a lancé un outil pour les e-commerçants qui est très très bien sur le sujet. Il y en a certainement d'autres que je ne connais pas. Je ne connais pas tout le monde, mais tout ça pour dire que c'est encore pas un concept nouveau. Et le concept du SEO programmatique ou du spam dexing, c'est quoi? C'est d'aller chercher de la longue traîne et d'allumer un maximum de mots-clés, quoi. Et, Ok. et en fait, ça serait mon plan de bataille, si tu veux, pour 2025-2026, quoi. Ok. Donc, travailler sa notoriété et travailler la longue traîne. Ouais, Voilà. En gros, c'est exactement. ça. En Et gros. la notoriété va aussi t'aider pour Google. Voilà, alors j'ai pas parlé l'UX en parlant de ce plan-là, en me disant que bah, tu as quand même compris en 2025 que l'UX est hyper importante et qu'il faut ton internaute, il scrolle, il clique, il fasse des choses sur ton contenu, il faut lui mettre des widgets en haut. Genre, faut vraiment trouver ce qui fait que, tu sais, je donne souvent sur la requête, euh, rachat de crédit. Ce qu'on veut sur rachat de crédit, c'est une calculette qui te dit si c'est faisable ou pas. Et ce qu'on veut sur œuf à la coque, en réalité, c'est un timer pour savoir combien de temps tu dois mettre ton œuf dans l'eau bouillante pour en faire un œuf à la coque ou un œuf dur. Je ne sais plus exactement ce que c'est. Mais du coup,
l'intention de recherche, si on peut l'appeler comme ça, mais la bonne réponse pour œuf à la coque, c'est un minuteur. C'est pas du tout 6000 mots pour Oui, t'expliquer que la poule vient de l'œuf et l'œuf vient de la poule et la poule et les différents types de poules et les plumes de la poule et le poulailler, le machin. Non, c'est ouais. combien de temps je dois laisser mon œuf dans ma casserole, toi. C'est pas un truc de navette de l'espace, hein. C'est pas un truc de chercheur, voilà, de thésard. C'est simple. Donc je partais du principe que ça et là, et oui, si tu as ça, bah, tu fais tes deux. Ces 2 points de bataille et je pense que tu es pas trop mal quand même pour l'année. Et le SEO et Google notamment est loin d'être mort. Ça change, oui, mais c'est loin d'être, Ouais, ça évolue mais ça meurt pas. Ça faut juste, s'adapter, en fait. complètement. Ceux qui s'adapteront pas, ils auront du mal à être là en 2026, quoi. Mais je donne souvent cet exemple-là, mais dans SEO, il y a Engine, Search Engine Optimization. Nous, en français, on a traduit par référencement naturel, mais ça a rien de naturel, c'est de l'optimisation, tu vois? Ouais, Et en fait, Engine, il y a plein d'engines. Je crois que c'est Andrea Ben Saïd qui a été le premier à proposer du SEO pour YouTube, du SEO pour Amazon, du SEO pour Booking, du SEO pour Airbnb. Je crois que tout le monde l'a traité d'escroc. Bah, en fait, il avait raison encore 5 ans ou 6 ans d'avance. Bah oui, pour les hôteliers, est-ce qu'il faut mieux que je monte un site web et que je me référence sur Réservation Hôtel Paris ou que je demande à ou que je réfléchisse à proposer comment la fiche de mon hôtelier peut remonter sur Booking, Airbnb ou hotel.com? La question se pose quand même, tu vois? Comme les ouais. fiches Google My Business. Le SEO pour Google My Business, c'est un type de SEO spécifique. Sur ma chaîne, vous avez un épisode où j'ai reçu en live, je perds toujours Netflix, j'ai son pseudo, mais je perds toujours son prénom, qui nous expliquait comment optimiser les fiches Google My Business. Et en fait, bah ouais, avec une fiche Google My Business, un artisan ou certains types de business peuvent très bien vivre et être appelés et n'ont pas besoin de site web. Donc, dans Engine, bah, ChatGPT est un engine, Perplexity est un engine, je ne sais pas quel autre LLM, DeepSeek est un engine, voilà. Et en fait, bah, on va optimiser pour d'autres engines. Donc, on optimise avec d'autres critères, avec des pondérations différentes. Il y a des critères différents et ces critères, ils ont plus ou moins de poids. Bah, on les change. Voilà, et c'est tout. On fait juste ça. Et en rappelant aujourd'hui que traquez quand même vos conversions depuis ChatGPT. Ça vous fait des visiteurs. Évidemment que oui, mais combien ça vous fait d'acheteurs réels comparé au même moment sur la même temporalité? Combien d'acheteurs de Google? Combien d'acheteurs de ChatGPT ou de Perplexity ou je ne sais pas quel autre LLM? C'est certainement le début et ça va évoluer. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il ne faut pas vous y intéresser, mais n'oublions pas ce qui fait manger aujourd'hui et ce qui paye les factures, c'est Google. Donc les IA remplaceront jamais Google. Google restera toujours, majoritaire. Les IA auront toujours besoin d'une data, qui vient de quelque part. Alors très bon point. Je ne sais pas si Google restera leader. J'en ai aucune idée. Probablement que oui, mais peut-être pas. Par contre, ce qui est certain, c'est que d'autres moteurs de recherche vont se créer qui alimenteront peut-être les LLM par API uniquement et ça sera peut-être des moteurs de recherche que l'utilisateur lambda ne connaît pas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une barre de recherche Google, mais c'est un moteur de recherche dont le travail, c'est d'aller crawler le web, découvrir des URL, scorer ces URL et proposer les meilleurs contenus pour le dataset des LLM. Ça, c'est possible. OK. Des gens qu'on connaît dans la communauté travaillent dessus, j'en dirai pas plus, c'est un type de moteur de recherche, qui existeront probablement demain et qui seront des fournisseurs de données et on peut imaginer que les LLM aient plusieurs fournisseurs de données pour, connaître le web, crawler, nettoyer, enrichir, tu vois? Et effectivement, on comprend bien, là, on voit bien que ChatGPT peut pas réapprendre sur des énormités, générées par ChatGPT. C'est pour ça que le filigrane avait été créé en fait, Heu, à l'époque, c'était pour que l'IA ne réapprenne pas sur l'IA. Tu sais, Oui, quand ça tu générais dans le ChatGPT, on disait qu'il y avait un marqueur invisible, voilà, qui était créé. C'était qu'en fait, OpenAI ne voulait pas réécrire sur ses propres contenus non relus, non traités, avec peut-être de la fake information et tout. Mais je pense que tout ça va être voué à changer et peut-être quand on regardera cette interview dans 10 ans, on se dira: «Mais, putain, il avait pas compris que ça allait se passer comme ça, ils étaient vraiment, débiles en 2025». Mais on ne sait pas du tout comment ça va finir et on peut imaginer plein de scénarios. Mais dans tous les cas, les gens auront encore besoin de rechercher des choses. Le push ne convient pas à tout, tu sais, le TikTok push, où on te gaffe comme une oie. Ouais, Bah, en fait, ça part vite en les dérives de l'algo sont assez rapides, c'est-à-dire que rapidement tu tombes sur des contenus, qui extrémistes. correspondent pas, ouais, qui correspondent Tu plus, ouais. vois? Tu regardes des chats, tu tombes dans l'univers des chats et tu en sors plus, quoi.
C'est le C'est problème une boucle. des ados qui sont, ouais, tu étais dans une boule algorithmique de contenu où on ne te balance qu'un truc que tu as envie de voir. Bah, le mec de gauche, il voit des gens de gauche, le mec de droite, il voit des gens de droite et tu en deviens où tu vois même plus, entre guillemets, «l'autre partie» ou l'autre idée pour être capable de te confronter et d'avoir d'autres idées, de te dire: «Eh, c'est vrai que le monde est peut-être pas comme ça, il a aussi raison, je vais écouter». Tu sais, c'est le cas des je regarde beaucoup moi ils appellent les rage road là, les mecs qui s'énervent sur la route. Ouais, Des fois, tu as le vélo, donc tu écoutes le point de vue du vélo, puis après, tu tombes sur une autre vidéo, c'est le point de vue de l'automobiliste. Tu te dirais, effectivement, du point de vue du vélo, c'est pas super facile de passer ici et du point de vue de la voiture, tu comprends aussi. Donc tu te dis: «Bah, il faut que chacun mette de l'eau dans son vin» et ça se passe bien. Mais c'est pas ce que propose un algo comme TikTok, par exemple. Donc la recherche sera toujours là, mais la manière dont les gens recherchent, tu vois, le vocal, j'ai encore lancé un un sondage sur LinkedIn parce que ça m'intéressait. C'est 5 des gens qui utilisent le vocal. ouais, Donc c'est vrai. avant, on a arrêté de l'utiliser parce que ça répondait mal. Maintenant qu'on a des modèles de langue intelligents, on peut avoir la réponse, mais c'est quand même pas du tout discret de parler à ton truc, tu vois? Tu es en train de bosser, tu dis: «Ouais, réserve-moi l'hôtel, pour ce soir ou machin et tout, je vais aller avec mon amant, à l'hôtel, réserve le love room avec le jacuzzi et machin». Ça a pas de sens, tu vois? Donc la recherche écrite aura toujours sa place, mais à mon avis, demain sera complètement différent de ce qu'on connaît aujourd'hui. On n'aura probablement plus une barre de recherche comme ça, où on tape. Peut-être qu'on peut imaginer que ça sera que des requêtes de marque qui t'emmèneront sur ton site web il faudra faire en sorte que les IA citent ta marque sur tout un tas de sujets pour que les gens recherchent dans Google ou dans un autre moteur ta marque pour aller sur ton site web ou le nom de ton offre ou le nom de ton produit ou le nom de ton service. Mais il y a un autre dicton aussi, c'est on dit que si ton contenu, peut être résumé en 10 lignes, ce que fait IA Overview, bah, c'est que ton Ouais, contenu n'a pas de raison d'exister. C'est pas complètement faux quand même, tu vois? Ça me fait penser au site web, tu sais, dans les années 2013-14 qui donnait les résultats des matchs de foot. En ouais, fait, ils se connectaient à une base de données commune, ils scrapaient, récupéraient, ils donnaient le match de foot. Il y en a qui ont fait de la monétisation avec parce qu'ils mettaient des pubs AdSense, ils gagnaient de l'argent avec. Mais au final, la plus-value du site, elle est quasi inexistante, tu vois? ouais, c'est Voilà. Et c'est l'avantage, si tu veux aussi de venir à des events comme le SEO Summit, c'est de se tenir à jour de tous ces sujets-là, là, dont on parle, en une seule journée avec plein de conférences, repartir avec les replays et en fait, c'est un peu ta piqûre de rappel et ta dose de mise à jour de l'année où tu viens voir tous les sujets qui vont être évoqués. Parce que là, on évoque ces sujets-là, mais sur Discover, il y en a plein, sur la presse, il y en a plein, sur le e-commerce, il y en a plein d'autres, tu vois? ouais, Bah, faut anticiper un petit peu quand même. Si tu anticipes pas, que tu écoutes pas, tu fonces droit. Bah, OK, tu vas continuer à bosser pour Google parce que c'est ça qui te rapporte de l'argent, mais quand les IA vont être vraiment là, ça va être compliqué et le vrai problème, c'est que, bah, en fait, ça arrive aujourd'hui, ce qui se déployait avant en une année se déploie maintenant en 3 semaines, un mois ouais, c'est ça. Ouais, ça va plus vite maintenant. C'est sûr que là et et quand, OpenAI est sorti, il y a, je sais plus, 2020 je crois, on n'aurait jamais évoqué, qu'on soit à ce stade-là, aujourd'hui, quoi. Là, c'est sûr que la l'é rédaction, il y a 3-4 ans, c'était pas du tout pareil, quoi. l'écart entre 2020 et 2021 est colossal. Entre OpenAI quand on allait sur c'est pas sur le dashboard, mais je sais plus quel était le nom, fallait se connecter, fallait avoir, créé son compte, dire qu'on était une start-up et OpenAI te donnait des crédits ou pas. Entre ce qu'a généré à ce moment-là et ce que ChatGPT était capable de sortir et ce que ChatGPT et Claude sortent maintenant, Ouais, ça n'a rien à voir. ah ouais, c'est à 1000 lieues, c'est vraiment, voilà, donc ça a évolué à une vitesse. Il y aura forcément un plafond, mais je veux dire, il faut quand même se préparer un peu à toutes les éventualités pour savoir pivoter au bon moment, pas pivoter trop tôt, pas pivoter trop tard. Heu, Ouais, faut mais anticiper quoi. C'est ça le faut anticiper. ouais, c'est pour ça que je pense que celui qui s'en sort le mieux, c'est quand même celui qui prépare un peu tous les cas, mais qui attend avant de vraiment avancer dans une des directions. Tu sais, c'est un peu le combattant là qui se met devant, et il a 8 ennemis, il sait pas lequel il tape en premier, mais il est à peu près prêt à ce que n'importe lequel déclenche. Donc il attend et hop, c'était là, j'allais là. Alors que si tu y vas et que tu avances trop vite, bah, tu pas time to market et du coup, tu dois revenir en arrière pour reprendre une autre direction. Et c'est peut-être la meilleure des postures, c'est d'attendre un petit peu et de pas y aller trop tôt parce que si tu écoutes tous les outils sont révolutionnaires. Là, hier, Alex, il m'a encore fait tester le truc de Iliad, le groupe Iliad, ils ont sorti un générateur de voix.
tu parles 20 secondes. J'ai dit au revoir hier à toute l'équipe quand ta part avant nous, elles ouvrent la porte du bureau, à 10 au revoir. On a répondu avec l'outil, elles ont cru que c'était moi qui avais répondu. Ouais, Et j'ai enregistré 20 secondes de voix. T'imagines les deepfakes, les fake news, ouais, les faux appels. Là, les coups les arnaques du livreur, mais là. il y en a une tonne. Ah, mais c'est sûr, Ouais. hein, il y a beaucoup de choses maintenant qui sont plus faciles. L'arnaque est très simple aujourd'hui, hein, avec toutes les IA et tout ça, c'est très, très, très facile de se faire avoir, clairement. Ouais, parce que les Discours, fautes mais d'orthographe, oui. t'oublies. Voilà. Ouais. Ok, bon, eh bien, ça fait 1h24, c'était super intéressant, Elliot. Merci beaucoup d'être venu sur ma chaîne. Si tu devais résumer, dire quelques petits trucs, faire de la pub encore, une promo. Pub évidemment, mais c'est pour votre bien. Venez au SEO Summit. Ouais. En plus, jusqu'au 15 septembre, les places sont remisées, donc vous payez un prix pour vous inciter à prendre un peu en avance vos places. C'est le 14 octobre au Parc des Princes. Vous avez 37 conférences, repas placés assis. Vous repartez avec les replays. Vous allez croiser tout l'écosystème. C'est pas dur. Tous les experts SEO, toutes les personnes qui font du SEO vont au SEO Summit, se retrouvent au Parc des Princes, dans un lieu qui est vraiment emblématique. Vous avez 37 conférences. C'est du Vincent Terrazi, du Sylvain Perronnet, du Daniel Rock pour la communauté WordPress. J'en oublie les noms. Nelly, Camille qui reviennent cette année, Mickaël Priol qui va refaire une conférence. C'est vraiment, voilà, dans les sponsors, vous allez croiser toutes les marques, vous allez pouvoir discuter et benchmarker plein de solutions, que ce soit des plateformes de liens, Linkuma, Rocketlinks, netlinking.fr, les agences, avoir SEO.fr, vous allez retrouver pas mal d'agences aussi avec qui vous allez pouvoir discuter, échanger, voir les prestations. Vous allez trouver pas mal d'outils, il y a Systrix, SEO Ranking. Voilà, il y a une trentaine de sponsors en tout et l'idée aussi, c'est de pouvoir venir faire des confs, ok, mais c'est aussi de venir et de benchmarker les solutions du moment par rapport aux questions que vous vous posez et de vous dire si je recherche quelqu'un pour m'accompagner, si je recherche un outil de sémantique, vous allez avoir Babar par exemple qui va être présent. Vous pourrez voir fonctionner Your Text Guru. Si vous voulez discuter avec Sylvain Perronnet, il sera là. Voilà, il y a croiser les gens, il y a croiser le réseau, puis il y a aussi rencontrer des marques ou en visio, c'est très bien, mais si tu voulais rencontrer tout le monde, tu fais le tour de France. Alors que là, en fait, en une seule journée, tu as accès À tout. à tout le monde, à tout. Voilà, il y aura Thomas Meyer qui sera présent, Lucas va être là aussi, le podcast Position Zéro, ils seront présents. Sur les sponsors, je ne vais pas me mettre à citer tout le monde parce que je vais en oublier, je vais me faire gronder. Mais non, il y a vraiment, quasiment tout le monde qui est présent. Il y a une bonne humeur et en plus d'apprendre, vous faites votre réseau. Et en fait, moi, je le vois quand on a eu des difficultés quand l'IA est sortie parce que il n'y avait plus beaucoup de business de vente de texte. Et on Ouais. a un peu sorti la tête de l'eau, c'est le réseau, quoi. Et depuis 2-3 ans, on voit que le réseau est hyper important. En petits groupes, on se soutient et on essaie de s'entraider aussi sur plein de sujets qui ne sont pas que techniques SEO, qui sont aussi morales. Est-ce que ça va? Est-ce qu'en ce moment, voilà, est-ce qu'on peut discuter d'autres choses? Est-ce qu'on peut aller se faire une bouffe? Tu vois, après le meet-up de Systrix à Paris, on a été avec Bernard, avec Jérôme Pasquelin, avec, j'ai oublié le nom de sa place, Limi Links, j'ai oublié son prénom. On a été discuter plusieurs. Comment? Sofiane, voilà, merci. Ouais, et on a été faire une bouffe et voilà, c'était super pour tout le monde. On a discuté, passé un autre moment, quoi. Donc le réseau est peut-être le plus précieux que vous pouvez avoir parce que même si tout s'écroule autour de vous, que votre business s'écroule, voilà, il y aura toujours des choses à faire, des business à monter, les clients ont toujours besoin de prestations, même si c'est plus du SEO, qu'on lui donne un autre nom, que c'est autre chose. Et le fait d'avoir ce réseau-là vous permettra de passer des sales moments et puis on s'amuse quand même bien. On passe un bon moment, le repas est bon. Clairement, moi après le licenciement, c'est le réseau qui m'a sauvé, hein, c'est d'avoir eu, Ah ouais. des personnes, qui je connaissais, toi qui m'as donné la parole sur ta chaîne, d'autres, qui se reconnaîtront, qui m'ont aussi aidé. C'est le réseau qui m'a permis en fait de pas me noyer et d'être là aujourd'hui où j'en suis et donc c'est grâce à toute la communauté qui était autour et aux personnes qui m'ont aidé, ça c'est sûr, donc ne négligez pas le réseau, c'est vraiment super important.
Et tu fais bien de le mentionner, mais c'est parce qu'avant, on t'a rendu un peu l'appareil de ce que tu avais déjà fait. C'est parce qu'avant, tu as dû donner et tu as dû, proposer Ouais, ton aide et intervenir et voilà que, bah, au moment où tu as dit, «J'ai peut-être besoin d'aide» ou «Est-ce que vous connaissez ceci, cela?» on t'a renvoyé l'appareil, quoi. c'est ça. Donc, Ouais, c'est qu'il y a des gens, en fait, ils donnent rien pendant des années, ils restent dans leur coin et puis le jour où ils ont besoin, ils: «Coucou, aidez-moi», personne l'aide. Il dit: «Ouais, le réseau, c'est nul, personne m'a aidé». Ben oui, c'est ouais, donnant-donnant, quoi. C'est ouais, donne d'abord et tu verras, ça reviendra. Loi de ouais. l'univers, ça reviendra fois 100 mais donne déjà. Clairement, ouais. Faut être, généreux et bienveillant. Moi, j'aime bien, 2 termes, qui sont importants, surtout aujourd'hui, faut être généreux et bienveillant. Et bon et bah, Complètement. merci beaucoup Elliot, on a toutes Merci les encore infos, à je toi. mettrai toutes les infos dans la description pour trouver, SEO Summit. Vous pouvez aussi la newsletter. Abonnez-vous à ma chaîne, Yes. des fois je fais des trucs sympas aussi, sur la rédaction, voilà. Et puis, bah, merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci Elliot, ça a été super intéressant et puis, bah, à la prochaine, sur les réseaux.